Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Le podcast La Triple Menace, édition du 8 juin 2025. Dans cet nouvel épisode de Où est Mio cette semaine? Honnêtement, je pourrais pas vous donner de réponse en ce moment, mais je sais que Mio va se joindre à nous un petit peu plus tard. On va commencer le premier bloc sans lui. Il y avait quelque chose, il y avait un function ce soir, fait que pour la première demi-heure, 35 minutes, on risque d'être à deux. Mais par contre, on est deux, mais la triple menace, c'est trois. On va voir quelqu'un qui va se joindre à nous. Premièrement, commencer par l'acolyte de toujours, Félix Forget, qui est en train de rire de ma gueule parce que ces Yankees sont en train de battre mes Red Sox en ce moment 2-0 sur le Sunday Night Baseball. Et j'ai besoin de cette victoire-là comme j'ai besoin d'oxygène en ce moment. Ça a été une grosse fin de semaine, Pop et moi, cette série-là, Yankees Red Sox. Puis c'est le fun, Pop, parce que la fin de semaine prochaine, on a la chance de refaire ça une autre fois parce que ça va être la série retour. Fait que la série retour, je l'espère, va être... En tout cas, j'espère que ça ne sera pas trop stressant, surtout en première manche. Là, les lanceurs partant, laissez-moi un peu une chance de respirer, ça va me faire du bien. Et je vous parlais qu'on allait trois pour au moins commencer cet épisode en attendant que Mio se joigne à nous. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité sportive au Québec ces derniers jours un peu. Le Québec... On est là, comme disait un célèbre directeur général des Prédateurs de Granby. Et non, ce n'est pas la LHJMQ, quoique on a tenu le repêchage à Québec cette fin de semaine, mais maintenant, les Lions de Trois-Rivières sont maintenant champions de la Coupe Kelly. Je vous rappelle que ce club-là, il y a 14 mois, était supposé mourir. Ça, on était sur un pile face de savoir est-ce que ce club va survivre ou non. Et 14 mois plus tard, l'équipe gagne le championnat de la East Coast League dans un revirement de situation des plus farfelus et des plus renversants que j'ai jamais vu de ma vie. Et pour se joindre à nous, pour compléter ce triangle de la triple menace pour ce premier bloc hockey, l'ami de toujours, mon ami de toujours, Friends of the Show, journaliste au journal Le Nouvelliste à Trois-Rivières et sur le beat des Lions Trois-Rivières, Mathieu Vachon, comment ça va? Ça va bien, mon cher, et toi? Ça va super bien, merci. Par ailleurs, je vais commencer par ceci. Comment tu te sens en ce moment? Parce que c'est pas ton premier championnat que tu couvres. Il y a 3 ans, tu as couvert les Patriotes de QTR pour le journal. On avait gagné ça au mois de mars à Halifax, me semble, si je me trompe aussi. Wolfville, exact. Mais en Nouvelle-Écosse, tu avais raison. En Nouvelle-Écosse, OK. Au moins, j'ai la bonne province de ce côté-là. Là, on gagne un championnat à Trois-Rivières. On est quasiment rendu à la fin juin et la saison commence à la mi-septembre. Je veux juste pas te rappeler que les Cataractes de Shawinigan se sont aussi rendus au corridor dans la LHJMQ. Ouais. Mais sacrément, toi, tu as eu une petite saison. Écoute, elle commence assez tôt pour vrai, là. Tu sais, quand on pense à ça, vu que je suis le seul qui couvre les sports en Mauricie pour le Nouvelliste, ça donne une sacrée saison de hockey. Couvert beaucoup de matchs. Puis le rush de ma saison, c'est toujours quand les séries commencent. Puis les séries du junior majeur commencent. En fait, il y a les séries universitaires avec les Patriotes de l'UQTR qui commencent comme fin février, début mars. Après ça, tu embarques avec le junior majeur. Et là, après ça, ça a été la CHL qui a embarqué là-dedans. Puis les Cataractes se sont rendus au corridor. C'était à un seul but de se rendre en finale. Puis là, après ça, tu as les Lions qui ont eu ce parcours exquis, ma foi. Donc, beaucoup de matchs, beaucoup de soirées où je me suis couché très tard et évidemment, beaucoup de matins où je me suis levé très tôt pour être avec ma fille. Parce que contrairement à nous, toi, tu as des vraies responsabilités d'adulte. Exactement. C'est ça, des responsabilités d'adulte. C'est ça que je dirais. Ça a été une belle aventure, pour vrai, de couvrir ça. Puis, on fait ce métier-là pour vivre des émotions comme ça. En fait, témoigner de ces émotions-là, parce que nous, on a une job à faire, puis pour rester le plus objectif possible. Mais c'était beau à voir là, pour les Lions. Puis, je suis sûr que vous avez plein de questions à me poser par rapport à ça.
Ben, je vais me lancer avec la première tout de suite. Félix, tu poursuivras après. Tu vas être, ta place dans la parade, elle va être où la semaine prochaine? Écoute, mon cher, on vient de parler que je suis brûlé du dernier rush de 3 Ah, mois. mais il va falloir t'accourir de la parade, là. J'invente pas les règles, là. Ça sera pas moi. Je m'en vais à un chalet sur le bord du fleuve avec ma fille Ah, c'est et ma même pas femme. toi en plus, ah ben. Ouais, ça sera pas moi qui va couvrir ça. Ça va être quelqu'un d'autre au journal cette fois-ci. Je ne serai pas là pour témoigner de ça. Je le retiens, ça. Je le retiens. Ouais. Tu méritais d'être en avant de la parade, première auto en avant. Là. Moi, je t'aurais mis direct là en avant, là, comme le gars qui s'est tout tapé du début à la fin, le gars qui a suivi cette équipe-là depuis le début, puis tout. Puis surtout, des fois, c'est cette couverture-là on a peut-être pas nécessairement toujours eu avec les Lions et tout. Là, on en parlait un peu moins, même le Canadien, qui, au moment où est-ce qu'on en parle, a toujours pas souligné ça. Ça n'arrivera pas. Mais c'est ça, c'est quand même particulier parce que ça reste une équipe affiliée aux Canadiens, mais bref. Parlons un peu en fait de ce qui s'est passé dans les 14 derniers mois, parce que la dernière fois qu'on t'avait reçu sur le show, si je ne me trompe pas, Mathieu, pour parler des Lions, ça allait pas exactement aussi bien que ça. Et on parlait un petit peu plus de l'équipe qui allait déménager ou carrément mettre fin à ce programme-là et tout. Comment tu as vécu ce 14 mois-là où est-ce que l'équipe est passée de on est à quelques heures de mourir à on gagne un championnat en 14 mois? On dirait un scénario de film, ça n'a pas de sens. C'est digne de Slapshot sans les frères Hanson. C'est à peu près ça qu'on a vu à Trois-Rivières dans les derniers mois. Là. Pour être honnête, ça fait quelques fois que j'en parle avec quelques intervenants du milieu. Là. Moi, je pense que cette équipe-là va avoir un documentaire un jour parce que c'est un revirement de situation qu'on n'a jamais vraiment vu. Tu sais, en mars 2024, pour ceux qui ont besoin d'un rappel, il y avait Deacon Sports and Entertainment qui étaient les propriétaires, puis eux, là, ils étaient en train de crouler sous les dettes, ils n'étaient pas capables de payer le loyer du Colisée Vidéotron, et la ECHL était écœurée de Deacon, parce que Deacon, il faut se souvenir, il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient 3 équipes. Il y avait les Heartlanders de l'Iowa, qu'ils avaient vendus à l'aube de la saison 2023-2024. Ils possédaient aussi les Growlers de Terre-Neuve, ainsi que les Lions. Et là, les dirigeants de la CHL, à un moment donné, ont mis un ultimatum, puis c'était dans le coin de Pâques, là, en avril 2024. Ils ont dit, si vous n'avez pas réglé vos affaires, c'est fini. Puis la vente, ils essayaient de vendre l'équipe, c'était très, très, très compliqué parce que c'est pas des Deacon, c'était pas facile là, comme dirigeant, je vous dirais. Puis à un moment donné, la CHL cette année, ils ont tenu un vote, puis finalement, ils ont dissous les Growlers. Et pour les Lions, il y a une équipe, en fait, une entreprise, ça s'appelle Spire, qui est menée par l'Américain Jeff Dickerson. Jeff Dickerson, pour ceux qui suivent peut-être le NASCAR, ça peut vous dire quelque chose parce que Spire font rouler 3 voitures dans la grosse série du NASCAR aux États-Unis. Donc, c'est des hommes qui ont quand même le portefeuille assez profond. Et eux sont arrivés à la dernière minute. Ils ont acheté les Lions, ils ont sauvé la franchise. Je vous le dis, là, on est passé là, à quelques heures de voir la disparition des Lions. Donc, après ça, ça a été de reconstruire cette organisation-là. Comment tu te remets de ça? Comment tu reconquis ton marché? Parce qu'on s'entend, là, le battage médiatique entourant ces Lions de Trois-Rivières-là était ultra négatif. Parce que, bon, l'équipe était correcte sur la glace, mais dans la population, quand tu n'es pas capable de payer tes dettes et que tu es rendu avec 1 million, justement, que tu dois 1 million à la ville de Trois-Rivières pour juste le loyer, c'est sans compter toutes les dettes qu'ils avaient contractées avec tous les autres fournisseurs autour. Il n'y avait plus beaucoup d'opinions positives autour des Lions. Donc là, il a fallu que tu reconstruises les liens avec la communauté des affaires. Il a fallu que tu reconstruises les liens de confiance avec tes partisans. Il a fallu que tu reconstruises une équipe d'hockey parce que vous savez, la CHL, ça vire un alignement. Il a fallu que tu convainques des gars de signer avec ton équipe et de dire écoutez, ce qui s'est passé l'année passée, là, c'est une erreur de parcours, ça n'arrivera plus. C'était un bon défi là, à tous les niveaux. Donc, ça a été très, très exigeant. Il y a un gros travail de fond qui a été fait de ce côté-là, à mon avis. Et on en arrive à ce scénario qui est complètement inespéré, je vous dirais. Mathieu, sur ce fond de 2024, de cette possible extinction, moi, il y a 2 personnes, moi, que j'ai en tête là-dessus. Ouais. 2 personnes qui ont été super impliquées, mais qui ont revécu des dénouements totalement différents. Ouais. Premièrement, Ron Shaw, entraîneur-chef, qui au départ devait juste être là, 2 semaines pour closer la saison. En fait, Ron est arrivé à l'été 2023, puis il devait être assistant à Pascal Réaume. C'était ça initialement le deal. Parce que Marc-André Bergeron venait d'être congédié de son double rôle de directeur général et entraîneur-chef. Pascal Réaume, qui était adjoint, avait été promu DG et entraîneur.
Puis finalement, Pascal Réaume, il sentait peut-être un peu, il y avait des problèmes avec l'organisation. Quand il s'est fait proposer un poste d'assistant dans la Ligue américaine, je pense que c'était à Bridgeport, si ma mémoire est bonne, il est parti. Puis Ron Schultz, qui venait d'être engagé, s'est retrouvé DG, entraîneur-chef, à quelques semaines du début de la saison. Là. Fait que lui, totalement, genre, cette dernière année a complètement changé sa vie parce que si je me trompe pas, c'est comme son premier championnat. C'est quand même un vieux routier, le Ron Schultz. Ron a plus que 2 décennies dans le monde du hockey. Puis il a gagné au U18 comme assistant avec Équipe Canada, si ma mémoire est bonne. Okay. Et par contre, en tant que, mettons dire, entraîneur-chef et directeur général, c'est vraiment sa première conquête. Oui, c'est vrai, bon, il a gagné comme assistant, mais que lui, là, il a bâti cette équipe-là pièce par pièce. C'est sa première, c'est sa consécration à l'âge de 61 ans. Ce gars-là, là, il a fait du chemin, ça n'a aucun bon sens. Pour vous donner une idée, là, il a coaché au Cap-Breton dans le junior majeur. Il a coaché à Bathurst. Il est allé coacher à Latuc dans le junior 3A. Il a coaché à, si ma mémoire est bonne aussi, Kanawake dans le junior 3A aussi. Il a été dans le U18. Il a fait de tout. Là. Ce gars-là, par pure passion, il en est arrivé à ce résultat-là. Puis c'est beau de voir ça, vraiment. Purely for the love of the game, j'aime ça. Puis la deuxième personne que je pense que lui, au final, il aura tout vécu sauf la gloire de ça. C'est l'ancien capitaine Cédric Montminy qui a, après avoir passé 3 ans comme capitaine des Lions de Trois-Rivières, s'est ramassé à Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine de hockey. Puis ce gars-là me fascine dans le sens que, puis tu corroboreras avec moi, ce gars-là, quand tu parlais des Lions de Trois-Rivières, Cédric Montminy, on dirait qu'il parlait, tu sais, c'est 100% avec son cœur. On dirait que à chaque fois, il y avait de quoi son épaule qui faisait en sorte que on dirait qu'il prenait vraiment cette cause-là personnelle, qu'il avait vraiment les Lions à cœur. Puis finalement, à la seconde qu'il quitte, ben c'est plate, mais c'est Morgan Adams-Moisan qui soulève la coupe au centre de la glace pour ce championnat-là. Oui, c'est vrai, tu as un bon point, Cédric Montminy. Il faut avoir une pensée pour lui parce que l'identité de cette équipe-là, la culture d'équipe, une équipe qui n'abandonne pas sur la glace puis qui se relève les manches, ça a parti avec lui. Puis des fois, c'était vraiment intéressant parce qu'on demandait Cédric Montminy pour une entrevue après une défaite ou après des situations qui étaient compliquées sur le plan administratif. Puis je vous jure, là, quand on tenait nos téléphones pour l'enregistrer, j'avais peur de me faire mordre le bout des doigts tellement Cédric Montminy avait l'air furieux, il avait le feu dans les yeux. Puis évidemment, lui, à son âge, là, il avait pris la décision d'être plus près de sa conjointe, de son enfant. Il était rendu là d'avoir justement la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, c'était un choix qu'il a fait. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une pensée pour lui parce que la culture d'équipe des Lions de Trois-Rivières, c'est parti avec lui dans les 3 premières années. Je veux te parler d'un autre nom, Mathieu, un nom que n'importe qui a suivi les Lions de près ou de loin dans les dernières semaines. Un nom qui est quand même assez bien connu, un nom qui d'ailleurs a été dans le dernier match, le match ultime, hier a été la première, la deuxième et la troisième étoile de ce match-là, et qui honnêtement a été la première, la deuxième et la troisième étoile de l'équipe pour pas mal tout l'ensemble du parcours en série. Luke Caroline, qui a été un gardien tellement dominant devant ce filet-là. Écoute, Mathieu, je veux que tu me parles de comment tu as vécu, puis je vais t'aider avec une sous-question tout de suite. Est-ce que ce gars-là, pour toi, a une réelle chance d'être le numéro 2 chez le Rocket l'an prochain, derrière Jacob Fowler? Ben, à mon avis, c'est sûr qu'il faut qu'il soit considéré. Là. Ce gars-là, dans la SCHS, ça n'a plus rapport. Tout le monde hier sur la glace, à qui on a parlé de Luke Caroline, tout le monde a dit, lui, là, ça n'a pas rapport qu'il soit ici. Il est trop fort pour cette ligue-là. Puis il l'a prouvé. Je ne me rappelle plus de ses chiffres. Je pense que c'est rendu à 1,44 puis 948. 1,43 puis 950 à peu près. Là. 15 victoires en 20 games puis 1,43 de moyenne. Là. PO, toi puis moi, on suit la game depuis des décennies déjà. Puis, fais-moi pas vieillir à ce point-là. Là. Écoute, des fois, tu me sors des affaires que je dis, ouais, ça ne nous rajeunit pas, PO, que tu saches ça. Là. Oui. Fait que, j'ai rarement vu une run d'un gardien aussi impressionnante. Ce gars-là, soir après soir, il a haussé son jeu d'un cran, puis il a donné une chance aux Lions d'espérer cette coupe-là, parce que contre les Everbills de la Floride, là, souvent les Lions, là, ils se sont fait manger tout rond, puis ils gagnaient 1-0, ils gagnaient 2-1, ils gagnaient 3-2, ou ils gagnaient 3-1 dans un filet désert. Puis dans la colonne des lancers, c'était comme 35-16 pour l'autre équipe. Puis Luke Caroline, il sortait
du pétrin soir après soir. Puis son manifeste de cette série-là, ça s'est produit dans le 5e match. Le Walleye de Toledo a tiré 49 fois en direction de Luke Caroline. En fait, c'est 49 fois qu'ils ont touché la cible. Oui. Il y a tous les autres lancers qui ont manqué le but. Je pense que c'était quoi? C'est 35-18 les shots après 2 périodes pour Toledo au match numéro 5? Il y avait le triple des lancers, je pense. C'était comme 36-12. De quoi? Quelque chose comme ça. Puis les Lions ont gagné 4-1. Spoiler alert, les Lions ont gagné 4-1. Ils ont gagné 2 buts dans un filet désert dans la dernière minute. Ça finit 4-1. C'est ça a fini 4-1. Fait que Luke Caroline a arrêté 48 et 49 lancés. Et on s'entend, là, c'est 49 lancés en 60 minutes de jeu. C'est pas en prolongation, quand il y a 2-3 prolongations, comme on voit dans le national là, ces temps-ci. Fait que Luke Caroline, vraiment, là, j'avais jamais vu ça, moi, un goaler qui recevait les 3 étoiles du match. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, ça arrive-tu souvent, quelque chose comme ça ici au Lyon? Je dis non, j'ai jamais vu ça. Là. Puis c'est une performance qu'on n'avait jamais vue non plus au Colisée Vidéotron de la part d'un goaler. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Puis cette Coupe Kelly-là, oui, c'est vrai, c'est une affaire d'équipe. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont été très importants, mais Luke Caroline, c'était vraiment de très loin le joueur le plus utile des séries. Puis là, il y a eu des péripéties un peu dans cette run de série-là, parce qu'il ne faut pas oublier, là, les Lions, on savait que c'était une bonne équipe, mais il ne faut pas oublier que dans Carré d'As, on sort les triples champions en titre de la Ligue. Et en finale, puis on voit pas juste Toledo qui possédait le double MVP en titre dans leur alignement aussi. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça a été une run complètement spectaculaire. Puis, tu sais, il y a eu l'affaire des assistances. Est-ce que Trois-Rivières, tout ça. Mais, tu sais, ça, tu sais, la victoire efface bien des affaires rendues là. Le point que je veux soulever ici, c'est à quel point ça a été important pour le futur long terme des Lions de gagner ça à la maison. Et là, je m'explique. On dirait que ta capacité de rétention pourrait être peut-être meilleur si tu gagnes à la maison que si tu gagnes à l'étranger. Je ne sais pas si tu comprends mon point. Totalement. Puis le fait d'avoir autant de Québécois dans le club, tu sais, c'est quelque chose qui pourra absolument se faire. Comment cette victoire-là peut transformer les Lions puis solidifier les bases qu'ils ont faites pour les prochaines années? Pour vrai, c'était vraiment immense parce que Trois-Rivières, c'est un marché bizarre. Pour vrai, là, quand j'ai des discussions avec les gens à Trois-Rivières, il y en a qui m'ont déjà dit, si tu es capable de faire marcher quelque chose à Trois-Rivières, tu es capable de le faire marcher partout au Québec. Parce que c'est vraiment particulier comme marché. Juste pour vous donner une idée, là, les Cataractes de Shawinigan, c'est à 30 minutes de Trois-Rivières puis des Lions. Puis à Shawinigan, d'année en année, que les Cataractes soient bons ou qu'ils soient mauvais, il y a toujours à peu près 3000 personnes qui vont au match. Peut-être un petit peu moins dans les dernières années. Considéré possiblement comme la meilleure base de partisans de la Ligue. C'est ça. C'est reconnu. Les Shawinigan sont attachés au fond. Exact. Il y a un attachement qui est là depuis des années. C'est la concession la plus vieille de l'histoire du junior majeur. Donc, c'est sûr que ça aide. À Trois-Rivières, c'est pas la même histoire. Trois-Rivières, c'est une ville d'événements. Trois-Rivières, il faut qu'il y ait, on dirait, quelque chose pour qu'il se présente. Un spectacle, ça va marcher. Un événement XY, comme la série de la rivalité que États-Unis-Canada, du côté des femmes, étaient venus jouer au Colisée. Ça avait marché, c'était plein à craquer. Tout le monde avait répondu. Mais un événement, en fait, des matchs, c'est un événement qui est récurrent, c'est difficile. Et en série, on s'entend, le match contre les Everblades de la Floride, c'était le match 5. Oui, je pense que c'était le match 5. Bon, ça avait été bon, mais excusez, c'est le match 6 contre les Admirals de Norfolk. Pour la première fois de leur histoire, les Lions avaient la chance d'atteindre le carré d'as. Il y avait eu 2300 personnes. C'était un mardi soir. Oui, c'est ça. Il y avait l'affaire que c'était un peu un match de semaine aussi. Là, oui, mais on est en série. L'équipe t'a failli la perdre. C'est quoi que ça te prend de plus? Moi, c'est ça que j'avais déploré. Puis c'est ça que j'avais écrit dans le journal La Nouvelliste. Puis j'étais comme, si vous ne comprenez pas que l'avenir de votre équipe se joue là, vous avez un problème. Oui, OK, je comprends, ça coûte cher. Oui, je comprends, c'est un match de semaine. Je comprends qu'il fait beau. Mais si vous voulez avoir une équipe de hockey professionnelle, il faut que vous répondiez présent. Vous n'avez pas d'excuse
vous devez répondre présent, que ce soit un mardi, un vendredi, un samedi, parce que le propriétaire, il a beau dire qu'il est attaché à Trois-Rivières, c'est un Américain. Ses dépenses, elles sortent toutes en US, puis ses revenus avec cette équipe-là, elles rentrent toutes en canadien. Faites vos calculs, là, le taux de change, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est tough de faire marcher une équipe professionnelle quand que tout roule, tout sort en US dans les dépenses. Tous les voyages à l'étranger sont en US. Donc, moi, je pense que l'avenir se jouait là. Les partisans ont compris que cette équipe-là pouvait gagner. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose qui s'est fait, qui s'est construit pour le futur. Et à mon avis, c'était la meilleure façon qu'ils pouvaient convaincre les gens de se dire ça vaut la peine qu'on y retourne, puis que peut-être que certains se disent on va prendre un abonnement de saison, pourquoi pas? Surtout que Trois-Rivières a déjà perdu une équipe de junior majeur. Et d'ailleurs, PO, je t'en avais déjà parlé dans notre conversation, on s'écrit à tous les jours d'ailleurs. Les foules des Draveurs en finale, ça ressemblait aux foules de Admirals, c'était au deuxième tour, ça ressemblait aux foules contre les Everblades de la Floride. Puis l'équipe est partie. Puis c'était une équipe qui était aspirante au titre à toutes les années. Donc là, de voir que les Lions ont eu 4600 personnes pour le match 4, 4700 personnes pour le match 5, je pense que ça rassure certaines personnes, puis c'était important de démontrer que Trois-Rivières est capable d'être là pour soutenir cette équipe. Ah oui, puis clairement, pour y avoir été, l'expérience partisan là-bas est vraiment cool aussi. Ouais. C'est une expérience qui gagne à être connue et tout. Puis écoute, Mathieu, pour finir un peu ce petit bloc-là sur les Lions, moi j'ai une question pour toi. Je te donne une tribune. Là. Tu couvres cette équipe-là depuis des mois et des mois. Est-ce que pour toi, il y a une histoire de cette équipe-là? Tu sais, que le partisan qui s'intéresse moyen à ça ne connaît pas, mais une histoire pour toi, un joueur ou quoi que ce soit qui mérite à être connu. Y a-tu quelqu'un dans cette équipe-là? Sylvain, je te laisse mettre le spotlight sur quelqu'un qui, pour toi, mérite ce spotlight-là. Et je te laisse décider vers où tu veux aller avec ça, mais j'aimerais ça que quelqu'un qui nous écoute, qui n'a jamais entendu ça, c'est quoi une histoire sur les Lions que tu aimerais ça raconter, peut-être pour attirer sa curiosité, attirer son intérêt pour cette équipe-là? Tu sais, quand tu vas faire un caméo sur le futur documentaire sur cette saison-là, c'est quoi tu vas raconter? Mais, pour vrai, j'ai pas le choix d'en venir à Ron Schultz pour... Ce gars-là a fait quelque chose de spécial. Il a construit pièce par pièce cette formation championne-là. Il est allé chercher des gros défenseurs, il est allé chercher du grit en attaque, il est allé chercher du talent. Il y a eu de l'aide du Rocket de Laval avec Luke Cavalin, parce que Luke Cavalin appartenait au Rocket de Laval sur un contrat à 2 volets. Mais moi, ce que je trouve le plus magique là-dedans, c'est que Ron Schultz n'avait jamais vraiment eu sa chance de se faire valoir. Oui, il avait coaché dans le junior majeur. Oui, il avait coaché à Bathurst, au Cap-Breton. Il était allé dans le junior 3, il était allé dans le M18. Mais à 60 ans, c'était sa première fois qu'il avait enfin le privilège dans les rangs professionnels puis de prouver qu'il était capable de faire gagner une équipe avec sa vision, sa façon de faire. Comme il dit, ils ont acheté ce que je leur vendais. Il m'a souvent répété ça. Puis son système de jeu a fonctionné. Puis le running gag qu'on a à Ron, puis moi, c'est que lui, en fait, je disais souvent, ton équipe est défensive. Vous êtes bon pour vous défendre, puis c'est la force principale. Puis il me disait, oui, mais on est capable de scorer, on n'est pas juste défensif. Puis Ron a fait croire à ces joueurs-là qu'ils étaient capables d'aller au bout. Ils en ont parlé hier, puis en fait, dans les jours précédents, cette finale-là, qui avait commencé à y croire en octobre. Mais sans Ron, je pense que cette équipe-là n'aurait pas pu voir le jour avec cette mouture-là. Puis, tu sais, on s'entend des fois, les bons gars, on dit qu'ils arrivent les derniers. Puis, je trouve que Ron, pour une fois, il a prouvé que les bons gars pouvaient arriver sur la première match. Puis, il l'a vraiment, mais vraiment pas volé. Parce que, tu sais, on s'entend dessus, là, PO, tu sais comment c'est, Junior. Quand tu pars du Cap-Breton, là, t'es loin. T'es loin. Écoute, officiellement, je me suis jamais rendu physiquement au Cap-Breton, mais je peux peut-être comprendre. Par ailleurs, salutations au régiment de Terre-Neuve qui va briser ce stéréotype-là cette année dans le junior majeur. C'est ce que je trouve beau de ça, c'est que Ron Schultz a été récompensé pour tous les sacrifices qu'il a fait depuis plus de 20 ans. Il y en a là, qui auraient pu se dire ouais, finalement, le hockey professionnel ou même le hockey tout court, c'est pas fait pour moi.
je veux aller faire d'autres choses. Tu sais, c'est un gars qui a étudié à Concordia. Il aurait pu abandonner. Ça aurait été facile d'abandonner. Mais il n'a jamais abandonné. Puis pour ça, je pense que en fait, il mérite beaucoup de respect. Puis ça prouve aussi qu'il aurait probablement mérité une chance de se faire valoir plus tôt que ça dans sa carrière. Parce que je trouve que c'est dommage que comme il dit, ce break-là que j'ai eu enfin, il est arrivé qu'il avait 60 ans. Il est encore capable, là, en masse. Il y a eu une prolongation de contrat avec Lyon, d'ailleurs, au cours de l'année. Il reste encore des années à faire, mais il en reste moins qu'il en restait. Puis c'est juste ça que je trouve dommage, parce qu'il aurait mérité d'aller plus haut, probablement, parce qu'il a prouvé que c'était un très bon tacticien. Là. Donc, c'est ça que je dirais. Puis une très bonne personne aussi. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Écoute, on va poursuivre. Mathieu, si tu veux rester une dizaine de minutes de plus avec nous pour parler un peu, tu sais, parce que au-delà d'être un journaliste sportif, tu es un fan de hockey aussi un peu, une fois de temps en temps, quand le temps te le permet un peu. Malheureusement, tu n'as pas tant suivi la finale de la Coupe Stanley parce que justement, tu étais en finale de la Coupe Kelly un peu. Mais je vais dire une affaire, puis je pense que c'est Félix qui l'a dit avant de commencer. Genre, tu pourrais résumer cette finale-là en deux poids lourds qui font juste se cogner sa tête jusqu'à temps que quelqu'un tombe. Puis, c'est un match de 12 rounds, mais c'est quoi? Ils ont décidé d'en faire 13 puis 14 juste pour la forme de la chose avec ça. Comment t'as vu ça, même si t'as pas suivi ça, genre, intensément dans ta télévision? Est-ce que tu es autant surpris que cette série-là a le potentiel d'être aussi extraordinaire que le premier duel l'année passée? Écoute, probablement que ça pourrait être une des meilleures finales depuis l'arrivée du plafond salarial, du cap salarial. Donc, je trouve que c'est vraiment impressionnant que ces deux équipes-là aient encore autant d'énergie. Puis, anecdote pour vos auditeurs, souvent dans cette finale-là, c'est PO qui me faisait la narration audio parce que des fois, j'appelle PO quand je reviens du hockey parce que je m'endors. Puis je dis, il faut que tu me gardes réveillé, fais-moi des descriptions, sors-moi des fun facts sur le hockey. Fait que ça me donne une idée de nos vies, là, à quoi ça ressemble à moi de PO. Fait que c'est un peu ça que j'ai eu. Par contre, je vais te donner la raison là-dessus. Les deux matchs qui se sont finis en prolongation, t'es rentré juste à temps pour poigner la prolongation. C'est vrai, j'ai eu pour les deux buts gagnants. Fait que je suis vraiment impressionné parce que, de un, pour les Oilers, c'est une équipe qu'on a souvent dit défendre, c'est pas leur force. C'est comme les sandwichs dans un dépanneur, c'est vraiment pas leur force. Puis, là, ils se sont vraiment améliorés, puis ils ont été capables de gagner 3 rounds sans Mathias et Korn. Ça n'a aucun bon sens. Puis ils ont été capables de gagner avec Pickard dans les buts quand Stuart Skinner s'est écroulé. Puis là, quand Pickard s'est blessé, Stuart Skinner revient puis il est capable de faire la job. En fait, c'est tout rien là, pour Stuart Skinner. Mais je suis impressionné de ce que les Oilers offrent. Puis du côté des Panthers, c'est la formation, comme dirait PO, la formation la plus étouffante de la Ligue nationale. Ça n'a aucun bon sens. Puis en fait, ce qui m'intrigue, c'est que les Oilers ont été capables de revenir de l'arrière 2 fois. Ce qui est habituellement n'est pas possible contre les Panthers. Donc, c'est sûr que ça va se faire dans le set. Là, je ne peux pas voir autrement. Puis, je lance la question à vous deux. Le prochain contrat de Sam Bennett, il commence avec un 1? Oh, man, il va faire de l'argent. Ouais, oui, c'est exactement. Au Canada, ça commence avec un 1. Ouais, avec la conversion, mais moi, je pense qu'il reste en Floride, man. Je le vois pas partir de là. Il est bien là-bas. Là. C'est qui, donc? Je me rappelle plus du journaliste là, qui a dit ça, mais il a dit que Sam Bennett, c'était pas un agent libre comme les autres. Il signe à une place ou à l'autre, pas ailleurs. C'est Toronto ou c'est Floride. Ouais, c'est. J'ai Drager dans la tête, mais je suis pas sûr que c'est. Moi, j'ai envie de dire c'est Darren Drager. Je Sportsnet, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas, bref, Sam Bennett, il signe en Floride. Puis s'il signe en Floride, ça va être genre 8-9 millions parce que les taxes de la Floride, c'est ça. Puis s'il signe à Toronto, ça va être 10. Ouais, c'est facile de mettre ça sur les taxes, mais en même temps, si t'es Toronto. Oublie les taxes. Sortir un gars important d'une équipe qui vient de sortir de 2 potentielles victoires de la Coupe Stanley, t'as besoin d'overpay à quelque part. Là. Je comprends les taxes et tout ça. Mais de tout ça, Félix, est-ce que Toronto, c'est vraiment viable? Est-ce qu'on vit un peu dans un nuage rose en ce moment?
Moi, pour Sam Bennett, j'ai l'impression que Sam Bennett reste en Floride parce que, tu sais, si t'es Sam Bennett, là, puis tu viens de faire 3 finales de la Coupe, peut-être 2 victoires, en tout cas une assurée l'an passé, peut-être 2 de suite. Veux-tu vraiment aller à Toronto où pour genre 1 ou 2 millions de plus par année, tu vas te faire crucifier en série parce que tu te rends avec une équipe qui, c'est défaite après défaite, qui fait mal année après année. Une ville qui vient de sortir Mitch Marner de Toronto en le huant à son dernier match en ville, juste avant qu'il devienne joueur autonome. Si t'es Sam Bennett, son équipe le méritait, là, mais je comprends le point. C'est ça, mais tu sais, si t'es Sam Bennett, veux-tu vraiment aller te mettre les pieds là-dedans où tu dis, hey, j'ai pas besoin de ces 1 million de plus par année, je vais rester bien en Floride, là. Il va faire beau 12 mois par année, je vais être avec une équipe qui est bonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que ça marche pour moi, là, je marque des buts sans bon sens, série année après année. Moi, si je suis Sam Bennett, je vois pas pourquoi je m'en irais de la Floride. Le seul point que je vais soulever là-dessus, puis on passera au prochain sujet, c'est Floride, tu sais, ce que j'aime le moins de ce narratif de les taxes d'État, c'est la seule raison pourquoi le Lightning et les Panthers sont bons. Les Panthers, depuis 3-4 ans, c'est la meilleure équipe pour relancer des carrières dans la Ligue nationale. Gustav Forsling, Anthony Solar, Sam Bennett, tu sais, même Sam Reinhart, là, t'aurais jamais deviné ce gars-là aurait fait plus de 55 buts dans une saison à Buffalo, là. Tu sais, il y en a plein d'autres. Floride est passé maître de trouver une façon de mettre les gars dans une bonne position pour les faire briller. Puis, tu sais, des fois, ça a toujours l'air plus vert chez le voisin parce que l'argent est plus gros. Mais dans le fond, des fois, c'est mieux de rester. Et je te regarde en pointant Juan Soto. Mais ça, c'est une autre affaire. Dernier sujet pour le bloc hockey pour cette semaine. Pete DeBoer qui se fait congédier par les Stars de Dallas. On s'en entendait peut-être avec ce qui s'est passé avec Jay Hardinger, puis qui est allé se faire aller un peu. Tu sais, il y a comme double down devant les médias après le locker room clean-up. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que Pete DeBoer se fait congédier alors qu'il n'y a plus d'ouverture pour de nouveaux candidats derrière le banc de la Ligue nationale. Et si tu es un aspirant entraîneur, nomme-moi un poste plus attrayant en ce moment que d'être coach des Stars de Dallas. C'est sûr, P.O., ça, t'as raison. Mais, tu sais, Pete DeBoer, là, ça fait 6 finales de conférence qu'il fait. 6 finales de conférence en 7 ans. Jamais en finale. C'est ça qui est bizarre. C'est un demi-gagnant. Ben, là, la règle numéro 1, des fois qu'on dit dans le journalisme sportif, c'est de ne laisser jamais des faits se mettre sur les roues d'un bon narratif. Il faut quand même pas oublier que Pete DeBoer est allé quand même 2 fois en finale de la Coupe cette année, avec San Jose et New Jersey pareil. Fait que des fois, tu sais, non, il n'a pas gagné de coupe, mais tu sais, au moins, c'est rendu en finale. Tu sais, des fois, on oublie parfois un peu, mais c'est vrai que le narratif sur Pete DeBoer, c'est les finales de conférence ces temps-ci. Avec 3 équipes différentes, soit dit en passant. Si vous me permettez, moi, ce que je reproche là-dedans, c'est que tu peux pas, en 2025, envoyer ton gardien de concession en dessous du boss. Puis, ce que je trouve qui est fou là-dedans, c'est que Peter DeBoer a eu l'air complètement dépassé par les événements. Tu sais, dans cette série-là, il s'attendait à ce que ce soit serré, puis ça ne l'a pas été tout simplement. Ouais. Puis, on dirait qu'il n'a jamais été capable de s'ajuster. Puis la seule affaire qu'il a trouvé à dire, bon, c'est Jake Oettinger. Puis je pense que quand on arrive là, quand tu es un entraîneur, ça prouve que en fait, tu mérites d'être congédié. C'est passible d'un congédiement. Oui, c'est un bon coach, mais c'est impardonnable ce qu'il a fait. Puis je pense que dans le vestiaire, c'était impossible de le ramener parce qu'il avait perdu son vestiaire. Ça aurait été terrible, d'après moi, à l'automne suivant. Tu sais, ton gardien numéro 1, penses-tu vraiment qu'il veut se donner pour toi quand tu viens de le crucifier sur la place publique et dire que c'est de ta faute? Ça n'a aucun bon sens. Fait que c'est sûr qu'il va rebondir à quelque part, mais il méritait d'être congédié pour ce qu'il a fait. Il a un super beau CV, super bon tacticien, mais il était au crossroads, comme on dit. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un peu ça qu'il a sorti de Vegas aussi, quand c'est sa gestion de Marc-André Fleury. La fameuse on se rappelle du fameux tweet dans le noir sur Twitter. Avec l'épée dans le dos de Fleury et tout. Puis écoute, Pete DeBoer, j'ai pu changer avec certaines personnes. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Pete DeBoer, la relation était déjà très endommagée avant le début des séries entre Pete DeBoer et les Stars. Et honnêtement,
je pense qu'il se faisait congédier peu importe ce qui se passait. Oettinger, c'est le fun parce que ça aide à faire passer ça au niveau relations publiques. C'est plus facile de dire ouais, c'est à cause de ça. Puis peut-être qu'on hésitait là-dedans en finale de conférence, on disait peut-être une fracture dans la relation, mais il y avait déjà une relation qui était endommagée entre Pete DeBoer et les Stars à ce moment-là. Avant même le début des séries. Là, en première ronde, les Stars venaient 2-1, on se demandait. Le mot qui circulait, c'était déjà peut-être que Pete DeBoer c'est déjà fini à Dallas, peu importe ce qui se passe dans ces séries-là. Qui les Stars veulent. Pour moi, si on est prêt à congédier Pete DeBoer comme ça, c'est qu'on a quelqu'un en tête. J'ai l'impression que ça va être leur entraîneur dans la Ligue américaine. Le nom m'échappe. J'ai Neil Graham. Je ne suis pas 100%. C'est Neil Graham. L'année passée, avait été un finaliste dans la course à San Jose. Puis on veut probablement pas le perdre. On le tient en très haute estime. On veut probablement le faire graduer pour éviter de le perdre. Si on ne voyait pas Pete DeBoer comme l'entraîneur à très long terme, Neil Graham qu'on a dans l'organisation depuis longtemps, peut-être que c'est ça qu'on veut faire aussi. Glenn Guludzan aussi, qui est un nom qui est revenu, ancien entraîneur des Stars, qui gère le fameux avantage numérique des Oilers, celui qui marque à vrai 57% du temps, là, qui gère ça depuis quelques années, il pourrait faire un retour à Dallas. C'est assez ironique parce que Jim Neal, le DG actuel des Stars, l'une des premières choses qu'il a faites quand il est arrivé comme DG des Stars, c'était de congédier Guludzan. Donc, ce serait comme un retour. Ces deux noms en ce moment qui circulent beaucoup. Évidemment, à Montréal, hein? Jay Woodcroft aussi. Aussi, ce nom-là a circulé. Donc, on va voir. Puis peut-être que ça va être un nom qu'on ne soupçonne pas, mais c'est pas mal les 2-3 noms qui circulent le plus. À Montréal, il faut se demander ce que ça veut dire pour Pascal Vincent, mais c'est pas un nom qui circule en ce moment pour cette course-là. Je pense que de plus en plus. C'est drôle parce qu'il y a comme 3 semaines, tout le monde voyait Pascal Vincent aller quelque part d'autre dans l'LNH. Il y avait comme tellement de postes ouverts, de connaître tellement une grosse saison, mais il s'est ramassé dans une drôle de situation de le Rocket est allé trop loin en série, fait qu'il y a plein de postes qui se sont comblés, puis ça a fini tout croche pour lui en série avec le Rocket en plus, avec la gestion des gardiens, ça n'a pas dû l'aider non plus à ce niveau-là. Mais moi, l'autre question que je me pose sur Pete DeBoer, c'est quand Jim Montgomery avait été congédié par les Blues, ça n'a pas pris de temps que les Blues ont congédié Drew Bannister pour engager Jim Montgomery. Est-ce que là, il y a une équipe qui va faire OK, Pete DeBoer est disponible? Bon, on a un entraîneur, mais on ne peut pas laisser partir la chance d'embaucher Pete DeBoer. Est-ce que ça va arriver? C'est peut-être que la valse des entraîneurs, là, il y a le poste de Dallas en ce moment, là, mais peut-être que ça va continuer si quelqu'un voit Pete DeBoer disponible, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Puis les Blues, ça a pas pu fonctionner quand on a amené Jim Montgomery. Fait que peut-être qu'il y a une équipe qui va se laisser tenter par Pete DeBoer maintenant qu'il est disponible. Si ça arrive, j'espère tellement que c'est une équipe de l'Ouest, parce que là, on va être rendu à 4 équipes sur 16 de l'Ouest. Là. Ça va commencer à déjà... Ça va déjà commencer à être popé là-dessus. Écoute, les boys, Mathieu, je te libère là-dessus. Merci d'être passé encore une fois avec nous autres pour parler des Lions. C'est super apprécié. Comme on t'a déjà dit, tu es toujours le bienvenu n'importe quand. Là, en 2024, tu as fait ton passage, on parlait de déménagement. Là, on parle d'un championnat en 2025. Tu penses que ça va être quoi en 2026 quand tu vas revenir l'année prochaine? Là? Ça va probablement être un livre. Oh, j'aime ça. OK. La prédiction tient, on garde ça en note. Mon homme, merci beaucoup d'être passé, puis on se retrouve un peu plus tard avec Mio pour le bloc basketball et à plus tard. Sur cette belle présence de l'ami Mathieu Vachon, on a enfin le trio habituel qui est de retour pour cet épisode. Mio, t'es de retour enfin? Ben ouais, écoute, Mathieu semble avoir pris ma place pour ce segment. Mais non. Mais de toute façon, il y a ton épisode solo qui s'en vient, fait qu'on invitera Mathieu aussi. Exactement. Non, mais en même temps, ça valait la peine que Mathieu soit là pour venir parler de ce qui s'est passé à Trois-Rivières. Puis honnêtement, là, les gars, shout-out à Mathieu parce que ce gars-là, il a travaillé toute la saison puis l'année passée pour la couverture des Lions. Puis encore une fois, on l'a amené sur cet épisode, sur ce podcast. La même soirée, on ne savait pas si les Lions allaient continuer d'exister. Et puis là, on se reparle 13 à 14 mois plus tard. Puis ils ont remporté une coupe Kelly pour la ville de Trois-Rivières. Fait que non, c'est cool, les gars. C'est cool. Ça valait la peine pour de vrai. Il y a Carly qui va avoir un documentaire l'année prochaine. Quand il va venir sur le podcast l'année prochaine, il y a Carly un documentaire sur cette... Incroyable. Mais bon, sur ça, là, c'est moi qui reprends les rênes de l'épisode pour cette partie basketball. Les gars, je suis sûr que vous en avez dit à quel point, à date, cette finale de la Coupe Stanley touche du bois, là, mais en ce moment, est en train de nourrir des familles.
Si ça continue même, on va nourrir des générations. Et on n'a pas encore le même produit exactement au basketball en raison de ce match 2 qui a été un peu plus à l'avantage du Thunder d'Oklahoma City. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à date, ces 2 premiers matchs-là nomment 2 choses. C'est que de un, les Pacers vont se battre. Disons, souhaitons-le. Ça va être une question que je vais reposer un petit peu plus tard quand on va jaser de ça. Mais les gars, c'est qu'on s'enligne effectivement pour une série qui promet et qu'on a déjà un match 1 sensationnel, Félix Forget. Ah, man, Haliburton encore et toujours, man. C'est fou, ça on se répète toujours. Man, ça fait 6 semaines qu'on parle des Pacers, après, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, là, je dis toujours la même chose, OK? Encore et toujours Tyrese Haliburton qui... Quand tu dis, OK, là, les Pacers sont morts, là, c'est beau, là, ça n'arrivera plus. Ben non, Haliburton qui ressort de nulle part, qui réussit à les remonter. Hey, écoute, il restait à peu près 2 minutes. Les Pacers tiraient de l'arrière par 20. Puis il y avait une petite partie de moi qui va OK, ouais, Haliburton, quelqu'un surveillait Haliburton, il va réussir à remonter ça. Il me fait peur, man. Il me fait peur. Juste après que t'aies vu Joe Johnson embarquer sur le terrain. Ouais, quand James Johnson est embarqué, c'est réglé, là. Mais... Un peu de respect pour Joe Johnson, quand même. Oui. ISO Joe. On manque pas de respect à ISO Joe ici. Mais non, man, le premier match, c'était vraiment impressionnant. Haliburton qui... Man, je sais pas si, sincèrement, dans la NBA, il y a un gars qui peut aussi souvent que lui prend le contrôle d'un match comme ça, puis peut remonter un match quasiment à lui tout seul, parce que c'est ça qu'on a vu, il a remonté un match quasiment à lui tout seul, puis le Thunder a mal géré sa fin de match, selon moi, là, on aurait dû mieux gérer ce cadran-là et tout, mais man, je me souviens pas d'avoir déjà vu un joueur faire ça aussi souvent qu'Haliburton l'a fait depuis 2 mois, depuis le début des séries. Je sais pas pour vous, les boys, là, mais moi, j'en reviens juste pas de voir ça. Puis à chaque fois, tu te dis, OK, là, ils sont faits. Non, ils reviennent tout le temps, man. Ils se battent. Ils vendent chèrement leur peau, il faut leur donner ça. Puis faire ça à OKC, premier match, c'était une grosse déclaration quand même. Moi, ce que je te dirais, je pense que la dernière personne, j'en ai 2 en tête, qui prennent le contrôle d'un match, puis de ramener... complètement, tu peux complètement changer ça de bord. Kawhi Leonard en 2019 contre les Raptors, c'était ce genre de joueur-là. Tu sais, défense des 2 côtés du terrain, tu peux te dire, man, ce gars-là peut faire un jeu, puis ça peut switcher de bord de même. Puis, on dirait que plus ça avance, le style de jeu est peut-être pas similaire, mais quand je vois l'impact de Tyrese Haliburton sur le terrain pour les Pacers, j'ai l'impression de voir Dirk Nowitzki 2011 quand il a gagné le championnat pour les Mavericks. Oh. Je vois des shades de ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, je comprends. Comme quoi, il a battu la super équipe qu'on avait à Miami puis tout. Puis c'était un gars avec une... Haliburton est mieux entouré que Nowitzki l'était. Oui, absolument. Le vieillard qui était Jason Kidd à cette époque-là. Là, Pascal Siakam reste quand même un joueur all-star et tout, puis tu as d'autres beaux morceaux pour compléter cette équipe-là. Mais, vraiment prendre le contrôle d'un match, je le vois un peu comme toi. Quand le match est serré en fin de match, c'est Haliburton qui va prendre le contrôle de ce match-là. Puis c'est drôle parce que sa constance de match en match n'est pas nécessairement là. Souvent, aujourd'hui, un match plus difficile et tout, c'est pas le gars qui va te donner un 30 points à chaque match, mais c'est le genre de gars que quand ça va mal, quand ton équipe tire de l'arrière, il y a comme quelque chose qui s'active en dedans de lui, puis il devient un monstre. Il fait des points, ça n'a pas de sens. Puis dans le fond, il est jamais mort. Il est jamais mort. On l'a dans le fond, le mot Félix, puis Pop a parlé de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, c'est un petit peu la même affaire. Lui, par contre, il est extrêmement constant, mais c'est pas des performances qui sont tape à l'œil. Ou du moins, si c'est un 30 points, ça va être un 30 points extrêmement discret. Ce qu'on a avec Tyrese Haliburton, comme on avait avec Kawhi Leonard, les gars, c'est du tempo, ce qui veut dire qu'ils font en sorte que le match va s'ajuster à eux, puis ils vont être exactement en contrôle de ça. Et c'est ce qui a fait en sorte que les gars, les Pacers, ont effectué cette remontée au match numéro 1. Ils se tirent de la victoire de Tyrese Haliburton avec 0.3 secondes à faire au cadran. Bon, encore une fois, là, comme je l'ai dit en début de segment, ça a été un deuxième match un peu plus difficile pour les Pacers. Et puis là, j'ai envie un peu de poser la petite question. Est-ce que finalement, ça a été un flou ce qu'on a vu des Pacers au match numéro 1? Est-ce que on va remonter dans l'histoire de la Ligue où on a eu ce même scénario d'une super équipe, ou du moins d'une équipe extrêmement favorite contre une équipe un petit peu plus sous-estimée, avec comme un bon joueur et là,
Non, ils ont une très bonne équipe, les Pacers, mais bon, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un peu un comparatif avec cette finale qu'on a vue en 2001 entre les Lakers et les 76ers de Philadelphie, où on a ce joueur étoile avec son équipe, encore une fois, bien composé, mais qui est définitivement sous-estimé dans cette finale-là et qui va aller voler le premier match sur la route. Et puis, c'est terminé aussi sur un jeu tout autant iconique, soit dit en passant. Ouais, c'est ça, on a quand même pas eu Tyrese Haliburton n'a pas marché par-dessus un joueur qui va devenir un entraîneur-chef. Ouais, qui va devenir un excellent entraîneur-chef d'ailleurs. Mais écoute, on n'a pas eu ce moment aussi iconique-là, là, en tout respect pour son tir qui était vraiment cool. C'était moins iconique que ce qu'il a fait contre les Knicks quand même. Là. Mais c'est peut-être qu'on a ça un peu aussi. Puis je l'avais dit la semaine passée quand on parlait de cette finale-là. Pour moi, le Thunder est juste tellement supérieur aux Pacers. Puis moi, ce que le premier match m'a dit, c'est que peut-être que les Pacers vont se défendre un peu plus. Peut-être qu'on va aller voler 1 ou 2 matchs de plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a plus vu dans le match numéro 2 le vrai état des forces de cette série-là. Je pense qu'on a plus vu vraiment... Tu sais, la meilleure équipe a dominé. Puis en tout respect pour les Pacers, c'est vraiment cool comme finale. Puis j'ai déjà hâte la semaine prochaine qu'on se rejase. Les Pacers mènent 3-1 dans la série. Puis je suis comme, encore une fois, il faut que je reconnais qu'Haliburton a fait 3 remontées qui n'ont pas de maudit bon sens. Mais j'ai juste l'impression que le Thunder est clairement supérieur aux Pacers en ce moment. Puis c'est rien contre les Pacers, c'est juste que le Thunder, c'est une machine de guerre. Ils sont tellement forts partout, puis ils peuvent te battre de plein de façons différentes. Puis, aujourd'hui, chez Gilgeous-Alexander qui a été excellent. Puis, honnêtement, l'équipe au complet a été excellente. Là, je veux dire, cette équipe-là, quand il n'y a pas de faiblesse chez le Thunder. Puis, même si un gars a un mauvais match, le reste de l'équipe va se lever pour aller le chercher. Puis, tu vois, les Pacers, un match difficile pour Haliburton. Puis, Siakam, qui est quand même une bonne deuxième option, mais quand Haliburton a un mauvais match, les Pacers en arrachent. Puis quand Shai Alexander a un mauvais match, le Thunder réussit quand même à trouver des façons. Juste la défense fait en sorte que cette équipe-là a un plancher qui est tellement élevé que c'est pour moi, c'est ça qui va faire en sorte que le Thunder va gagner cette série-là. J'avais dit en 4 ou en 5, peut-être en 6 si les Pacers en volant à la maison, mais je pense que le Thunder a pris ses aises aujourd'hui et que ça pourrait finir assez rapidement. T'sais, on parle de l'impact des joueurs de soutien chez le Thunder, à quel point ils font en sorte que le plancher est tellement élevé. Les gars, dans ce deuxième match, Aaron Wiggins, 18 points, Alex Caruso, 20 points. Puis malgré tout, Shai Gilgeous-Alexander a quand même marqué 34 points dans la victoire. Pop, à quel point est-ce que des gars comme Alex Caruso, qui se sont prouvés par le passé que par leur jeu défensif, ils sont capables de faire gagner des matchs importants comme ça, à quel point est-ce que c'est important pour une équipe comme le Thunder qui veut finalement la gagner? Là? Écoute, tu pourrais être les Wizards de Washington, OK? Si Alex Caruso te donne 20 points in the Big 25, c'est impossible de perdre. Tu sais, ce gars-là sort du banc, c'est un chien en défensive. Il donne 20 points en plus. C'est impossible que tu puisses perdre un peu. Puis je pense aussi ce qui a fait la différence, notamment dans le match numéro 1, plus pour Indiana que OKC, c'est regarder les revirements au match numéro 1. Après la demi, à la demi, les Pacers avaient 18 revirements à la demi. Ça a causé un gros trou pour commencer le match du côté des Pacers. On a fait plus attention au ballon par la suite. Et on a profité un peu que OKC a été moins prudent avec le ballon en fin de match. Justement, on parlait de la gestion de fin de match, à quel point on a peut-être manqué ça du côté d'OKC. Je pense que là, avec le deuxième match, on s'est comme ressaisi de ce côté-là. Puis la gestion du ballon a été meilleure. Et si ça peut permettre à Alex Caruso aussi de tirer son épingle du jeu offensivement, mais là, tu as la recette parfaite pour gagner un championnat, puis gagner un championnat immensément rapidement. Là, on divise les 2 premiers matchs à OKC. Là, on s'en va en Indiana pour les matchs 3 et 4. Moi, j'ai tellement hâte. La marée de moutarde dans les estrades. J'ai hâte. J'ai tellement hâte de voir ça. Puis, j'en jasais un peu dans un épisode précédent. Tu sais, là, c'est plus les Pacers, c'est pas juste Indianapolis, c'est l'État au complet. C'est une véritable communauté qui est derrière les Pacers. Tu regardes depuis quelques matchs en séries éliminatoires, tu vois régulièrement le fever de l'Indiana. Caitlin Clark, Sophie Cunningham, tu sais, des joueurs du fever qui sont là match après match pour encourager les Pacers. Pat McAfee aussi, d'ailleurs. Pat McAfee qui
On connaît son passé, il a passé sa carrière NFL avec les Colts d'Indianapolis qui, sur ses plateformes de médias sociaux, est un. Puis, je le blâme pas, là, on comprend le lien, puis il n'est pas obligé d'être objectif, mais on sent que derrière lui, il tire beaucoup de base de partisans d'encourager les Pacers. Donc, c'est vraiment 100%. Ça va être vraiment intéressant de voir match 3 et 4 parce que, veut pas, ça va être les matchs les plus importants que les Pacers joueront à domicile de leur histoire. Plein d'exemples. Ouais, c'est. Ouais, puis le Thunder. Puis juste le Thunder, ça va être des matchs importants aussi pour eux parce que là, tu en as perdu un à la maison. Si tu veux reprendre l'avantage du terrain, en ce moment, les Pacers ont l'avantage du terrain dans la série. Il faut que tu ailles en chercher au moins un, idéalement deux, mais si tu vas au moins en chercher un, tu reviens à 2-2, c'est un 2-3, tu as l'avantage du domicile. Le Thunder n'a pas vraiment le choix de gagner au moins un de ces deux matchs-là. Tu ne veux pas revenir à 3-1 devant tes partisans avec un Liberton qui va être en feu. Puis tout. Puis, si tu es le Thunder, tu as besoin de gagner au minimum un de ces deux matchs-là. Tu peux pas. Puis, même chose pour les Pacers. Là. Tu peux pas perdre ces deux matchs-là puis retourner à OKC en retard 3-1 en série avec possiblement 2 matchs à OKC. Il faut que ça va être des matchs extrêmement importants les deux prochains. Dans les deux cas, l'issue de cette finale est importante pour des raisons un peu similaires, mais un petit peu différentes en même temps. Pour ce qui est des Pacers, on vient de parler de cet esprit de communauté pour l'Indiana. Puis la dernière fois que les Pacers ont été en finale, les gars, c'était pas trop un défi pour l'équipe opposante. Dans le fond, savez-vous contre qui ils ont joué la dernière fois en finale? C'était contre les Lakers dans le prime de Shaq et Kobe? Non, les Pacers, c'était pas là. C'était... Non, c'était... Voyons, c'était les Spurs. Oui. Ah, ok, je pensais que c'était dans le non, mais tu sais, ça se. En même temps, ça se chevauche, mais dans le sens que. T'as comme les Spurs qui sandwich ce three-peat-là. Genre, ils ont gagné genre à la fin des années 90, puis ils ont gagné après ça. Exact. Mais tu sais, c'est ça. Ça n'a pas été tant un défi pour l'opposition. Là, cette fois-ci, on est allé en chercher un, puis on est allé jouer contre justement une équipe. On parle un peu comme qui ont un peu ce même potentiel que les Spurs dans le temps, avec tellement juste de bons joueurs partout, puis jeunes et ascendants, puis bon pour le futur qui s'en vient. Pour ce qui est des Pacers, tu as l'opportunité de marquer ton nom dans l'histoire avec cette équipe-là en face de toi. Tandis qu'à l'inverse, le Thunder aussi, là, je veux dire, on n'a rien gagné, OK? Au Thunder, puis on a connu les déboires de ce qu'a été l'équipe formée de Russell Westbrook et Kevin Durant, James Harden pendant un certain temps, mais tu sais, James Harden a été là pour la seule finale que ce groupe-là a faite. Et autant que c'était une période magique et excitante pour l'histoire du Thunder, on est allé très, très, très bas. Et puis là, on a le potentiel d'aller très, très, très haut pour faire ce que ces légendes-là du sport. Trois gars, soit dit en passant, qui seront unanimement au temple de la renommée, mais qui n'ont jamais gagné un championnat pour la ville d'Oklahoma City. Puis là, finalement, avec ce groupe qu'on a en 2025, on aurait le potentiel de faire ce qu'eux n'ont jamais fait. Fait que dans les deux cas, les gars, ça reste extrêmement, extrêmement important et historique. Est-ce que je peux poser une question à vous deux? Puis je viens d'avoir un flash, puis je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Vas-y donc. Le monde de Seattle, ils prennent pour qui dans cette série-là? Oh boy, bonne question. J'aurais envie de dire qu'ils prendraient pour OKC, mais tu sais, en même temps, tu regardes ça et tu dis that could be us. Mais, tu sais, j'ose imaginer quand même qu'ils vont prendre. Tu sais, je connais pas trop les ramifications de ce qu'il a fait, qui sont partis. Tu sais, mettons, tu dis, est-ce que Saint-Louis vont. Là, on parle au football, là. Est-ce que la ville de Saint-Louis va cheer pour les Rams, considérant comment ça s'est terminé, tu vois? Non, ça, je te confirme que non. C'est ça. Tu sais, il y a de la merde qui est arrivée là entre le proprio et la ville. Mais mettons, là, Québec, là, quand l'Avalanche est partie, il y avait des premiers reportages des gens qui étaient fiers pour l'Avalanche. Mais avec le temps, ce sentiment-là s'est dissipé un petit peu. Est-ce que c'est un peu la même chose à Seattle? J'ose imaginer qu'il y en a encore qui vont supporter le Thunder, mais c'est un sentiment qui est dissipé un peu. Puis je veux dire, quand les Nationals ont gagné la Série mondiale, il y avait quand même un certain contingent de gens à Montréal qui étaient contents. Quoique c'était
plus vraiment le même noyau que les Expos. Là, ça faisait il y a quand même eu un bon 15 ans. Puis OKC aussi, Seattle, c'est la même chose. Là. On est très loin des Jack Sigma, puis on est très très loin de ça, là, de Sean Kemp, puis on est vraiment loin de ce noyau-là. Là. Mais même Kevin Durant a joué pour le Supersonics de ouais, Seattle. c'est vrai. Kevin Durant et Russell Westbrook, il arrive vraiment au non, Russell Westbrook, c'est la première année, mais Kevin Durant est le dernier. Mais je pense que Russell Westbrook a été drafté par les Supersonics de Seattle. C'est ça, je me demandais s'il a été repêché par les Supersonics puis il bouge après. Mais bref, tout ça pour dire, je pense que ça avait mal fini. C'est loin dans ma tête. Dans ma tête, ça avait fini un petit peu tout croche les Supersonics et tout. Fait que d'après moi, ça doit prendre pour les Pacers. Tu crois? D'après moi, ça doit prendre pour les Pacers. Ouais. Ouais, ok, c'est ça. Peut-être qu'espère que les deux équipes perdent. Il y a peut-être peut-être qu'ils prennent pour la nuke. Exact. En gros, l'histoire qui est arrivée, c'est il y avait un changement de garde au groupe de gouverneurs de l'équipe et les propriétaires de l'équipe ont été incapables de sécuriser. C'était la fameuse affaire d'un amphithéâtre où jouer, puis c'était au cœur de la discussion, c'est qu'ils n'ont jamais été capables de trouver un amphithéâtre. Donc, ils ont bougé. Les gars, quel est votre sentiment maintenant pour le restant de cette série-là? Pour moi, OKC reste encore la meilleure équipe à peu près tous les volets. Ça ressemble à quoi dans une semaine qu'on va se parler? Dans une semaine, quand on va se parler... Qu'est-ce qu'on va se dire de cette série-là? Il va y avoir combien de matchs? 2 ou 3? Alors, laisse-moi confirmer. Alors, il va y avoir un match tabarnak, fucking Google. Alors, il va y avoir un match mercredi, un match vendredi. Donc, il y aura 2 autres matchs qui vont se donner, les 2 à Indianapolis, avant qu'on puisse se reparler. Vas-y, Pop, vas-y. Moi, je pense que ça va être un tie. Moi, je pense qu'on va revenir dimanche prochain. Ça va être 2-2 dans la série. L'effet de la foule au match 3. L'effet de la foule au match 3, je pense que... peu importe comment ça s'est passé ce soir pour les Pacers, oui, OK. Pacers n'ont pas mal joué. C'est juste OKC qui ont vraiment pris le step qui leur manquait dans le match numéro 1, surtout en deuxième demi. Moi, je pense qu'on continue la même recette que Rick Carlisle fait, puis on va peut-être trouver, on va trouver du succès. Si tu rajoutes la foule là-dessus, moi, d'après moi, je serais pas surpris qu'on ait un 2-1 Pacers après le match numéro 3, puis qu'on répète le même pattern que pour les 2 premiers matchs. Match impair à Indiana, puis le match pair à OKC. Puis après ça, on se switch avec ça, puis on va voir qui va être le plus tough mentalement. Félix Forget? Quand on va se parler dimanche, on va être à 24 heures de l'élimination des Pacers. Toi, tu penses que c'est 2 victoires pour le Thunder? 2 victoires pour le Thunder qui vont aussi gagner le match 5. Je pense que c'était cool les Pacers match. Haliburton va faire chier un match sur 2, mais il y en a un qui ça va être une domination, un qui va être un peu plus serré, mais c'était cool le match numéro 1. Puis peut-être que les Pacers en volent un, peut-être que tu peux me convaincre de ça, mais le Thunder est juste tellement supérieur, man. Je veux dire, objectivement, les Pacers sont une histoire vraiment, vraiment cool, là, puis j'aimerais ça. C'est legit une bonne équipe, là. Ah, man, j'aimerais vraiment ça qu'on vienne dans une semaine, c'est 3-1 Pacers, puis ce serait vraiment cool. Là, avant le début de la série, tout le monde était Thunder en 4, Thunder en 5. Ce serait vraiment cool que les Pacers mènent 3-1. J'aimerais vraiment ça, là. Mais tu me demandes qu'est-ce que je pense que ça va être dans une semaine. Je pense que le Thunder va avoir gagné ces 2 matchs-là, dont un extrêmement facilement, un peut-être un petit peu plus serré. Puis qu'on va gagner le match 5 devant nos partisans, gagner ça à la maison. C'est ça un aspect qu'on ne parle pas assez, je trouve, dans cette série-là. Il va y avoir un match à quelque part dans cette série-là. Pascal Siakam va voler le show. Ouais, mais je comprends, mais la défense d'OKC complique tellement le travail. Je sais, absolument, je comprends, mais Pascal Siakam a fait une carrière que... À chaque année, ou presque, avec les Raptors, puis depuis qu'il est arrivé à Indiana, il y a un gros playoff moment, genre dans un très gros match en série éliminatoire. C'était pas tout le temps le premier match de la série qu'il faisait, lui. Je sais que la finale de la NBA, c'était le premier match qu'il avait c'était le premier match. Puis Draymond Green avait cité, quand il était invité par le panel d'Inside the NBA, qu'à ce jour, c'est genre un des seuls matchs qui est comme...
sais, des gars de même qui sont des gourous sur la défensive, il dit encore à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce que je devais faire. Parce que le style de jouer de Pascal Siakam est tellement peu orthodoxe. Mais là, écoutez, pour ce qui est de Siakam, il y a eu une grosse fin de série contre les Knicks. 2-3 derniers matchs, des récoltes de 30 points. Là, un peu plus tranquille, 19 et 15 points respectivement, match 1 et 2. Match 2, 3 en 11 sur le terrain. C'est sûr que il va devoir trouver une manière de déjouer la défensive d'Oklahoma City. La grosse affaire, encore une fois, avec Siakam, c'est qu'il est un peu imprévisible. Ouais. Le problème, mais quand il décide qu'un soir, tout marche, tout fonctionne. Tout. Mais j'ai l'impression que c'est moins un bon match-up pour lui. Puis c'est pour ça que c'est. Tu sais, Haliburton, c'est le genre de gars qui, n'importe quelle défense, il va prendre feu, puis il n'y aura pas de problème. Mais Siakam veut pas, c'est pas le genre de gars qui va contrôler le ballon, créer ses jeux tout le temps non plus. C'est quand même un gars qui a besoin que le reste de l'équipe fonctionne un peu autour de lui. Tu sais, sans dire que il est dépendant du reste de l'équipe. Il est quand même un petit peu plus que certains joueurs comme, disons, Haliburton ou chez Gilgeous-Alexander qu'on voit aussi dans cette série-là. Puis peut-être que Siakam va avoir un gros match, mais j'ai l'impression que je vois pas Siakam avoir une explosion de 40 points ou quelque chose comme ça. Non, mais tu sais, un 30-32 points. Ouais. Qui mène son équipe pour les points dans ce match-là, puis t'as genre Haliburton qui en fait 22-25, mettons. Puis l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'OKC peut quand même gagner un match parce que Siakam leur en donne 30. C'est bien ça le pire. C'est ça, tu sais. Peut-être que Siakam va l'avoir, mais j'ai l'impression qu'il ne sera pas assez pour ramener les Pacers. Pour moi, la seule vraie façon que les Pacers gagnent un match, c'est si Haliburton a un 40-50 points. Puis peut-être que c'est là que ça devient trop. Puis encore, s'il en marque 40-50, c'est pas nécessairement le gars qui est le plus efficace avec ses tirs. Fait que c'est surtout avec une défense de même. C'est ça qui est. Le Thunder, man, il t'étouffe défensivement. C'est ça le constat que j'ai pour n'importe quel gars. Puis, ça a pris une remontée qui n'a pas de maudit bon sens au premier match pour qu'on aille chercher ce match-là. Puis, c'était vraiment cool que victoire, le monde a gagné par 1 point. Puis, tu sais, les Pacers, on les a découverts durant ces séries-là, mais le Thunder, on chiait dans le short à voir cette équipe-là au camp d'entraînement, là. Ça fait 2 ans qu'on est comme hostie, ils s'en viennent. Non, l'année passée, on se disait ils s'en viennent, ça va pas être beau. Là, en août, l'année passée, tu voyais quand ils sont allés chercher Alexia Russo et Isaiah Hartenstein, j'étais genre, OK, non, ça va être un attachez vos problème, là. Ouais, parce que l'année passée, il avait fini première tête de série dans l'Ouest. Puis il s'était fait avoir par un Luka Doncic qui n'avait aucun maudit bon sens en série qu'ils avaient éliminé en deuxième ronde. C'est d'ailleurs tout le monde. Après, on s'attend à ce que le Thunder affronte le gagnant de la série Denver-Minnesota qui avait d'ailleurs été une excellente série. Qui s'était rendu en 7 jusqu'à ce que Rudy Gobert marque un monstrueux fadeaway en pleine gueule de Nikola Jokic. Dans ce qui est encore à ce jour un des séries les plus surréels que j'ai vu toute ma vie. Et Anthony Edwards qui disait après le match, quand Rudy Gobert a réussi cette série-là, on savait qu'on gagnait le match. Fait que tout le monde s'attendait vraiment à ce que le gagnant de cette série-là affronte le Thunder. Puis Luka Doncic qui était un peu sorti de nulle part. Puis c'est Mavericks l'année passée d'ailleurs qui était tellement bien construit. Là, Luka Doncic, avec aussi on avait été chercher Daniel Gafford et Derek Lively qui étaient 2 excellents pivots. PJ Washington qui était un gros morceau. Puis Kyrie Irving aussi qui était là. C'était des Mavericks qui étaient vraiment cool, qu'on avait beaucoup sous-estimé, un peu à l'image de ces Pacers-là, je trouve. Dans le sens où on a comme une supernova offensive. Je pense que les Mavericks de l'an passé étaient quand même meilleurs que ces Pacers-là, mais quand on est arrivé en finale contre les Celtics, qui veut pas ressemble un petit peu au Thunder qu'on a, on a rapidement trouvé... Les Celtics, c'était un problème l'année passée. Non, puis les Mavericks ont trouvé leur homme en esti rendu en finale. Fait que j'ai l'impression que les Pacers ont peut-être trouvé leur homme. Fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment une belle finale. Puis c'est une belle histoire, les Pacers. Mais man, ils affrontent une bête qu'ils n'ont pas vue depuis le début des séries encore. Puis je disais, c'est 1-1. C'est 1-1 dans la série. Là. Je devrais être pas mal plus optimiste pour les chances des Pacers, là, mais je respecte vraiment beaucoup. C'est le vrai final boss de la NBA. Absolument. Et voilà le constat qu'on peut en faire de cette finale-là, c'est que c'est tellement imprévisible parce qu'on se retrouve avec un truc qu'on voit pas souvent d'une équipe qui nous surprend, qui est peut-être capable de gagner versus une équipe extrêmement puissante qui serait capable de gagner tout ce qu'il y a. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va avoir là dans une semaine. Félix Forget dit 3-1 Thunder alors que Pop dit 2-2 égalité. J'ai mis hâte qu'on s'en reparle. Est-ce que tu colles un 3-1 Pacers, Mio, tant qu'à faire?
On va y aller par élimination. Je vais aller avec un 3-1 Pacers. Félix a dit, je souhaiterais vraiment que ce soit 3-1 Pacers. Ben, je vais le dire, ça va être 3-1 Pacers. Puis je serais vraiment content. Comme je dis, j'espère me tromper, ce serait vraiment une histoire vraiment cool. Puis en tant que romantique du sport, là, j'aimerais vraiment. Ce serait vraiment David qui se bat pour le vrai contre Goliath. Là, mais j'ai l'impression que David il va avoir de la job à faire la prochaine semaine. Là. Mais là, ils vont être à la maison. Peut-être que ça va leur donner un petit quelque chose, mais je le vois pas. Le seul problème dans tout ça, Félix, c'est qu'en tant que romantique du sport, il faut que tu aies des belles histoires. L'affaire, c'est que du côté de la NFL, c'est pas ce que j'ai eu droit cette semaine. Ah non! Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Mio? Alors, mesdames et messieurs, après plusieurs mois de spéculation et de officieusement nouveau carrière des Steelers de Pittsburgh, j'apprends par un bel après-midi dans la région de Charlevoix qu'Aaron Rodgers a officiellement signé avec les Steelers de Pittsburgh. Et puis là, ceux qui me suivent et qui écoutent ça, qui me suivent sur mon Instagram personnel, j'ai mis la nouvelle, le fameux graphique, et j'ai écrit non, peut-être, je pense, 500 fois mis en plein écran parce que c'est ce que je ressens. Aucun espace. Donc, j'ai vraiment juste spammé NO pendant genre 5 minutes straight. Puis c'est à quel point c'est... Je peux même pas. T'as eu tout l'hiver puis tout le printemps pour genre juste te mettre prêt parce que tu savais que ça allait arriver. Puis même le fait que ce soit arrivé, le fait qu'Aaron Rodgers ait signé officiellement, j'ai pas de mots. C'est fou, tu sais, d'habitude, pour tout ce qui se passe avec les Steelers, c'est la seule fois que je vais comme me permettre de catharsiser un peu mes émotions sportives. Mais là... on le connaît, le personnage d'Aaron Rodgers. C'est une chanson qui se répète année après année. Et sachant très bien ce qui se passe, j'ai pas besoin de me prononcer. On sait déjà ce qui va arriver. On sait déjà que... Sauf que l'affaire, c'est que tout ça, ça va arriver. Mais les Steelers vont être 9-8. Ben oui, évidemment. Non, mais no joke, là, pour vrai. Si Mike Tomlin arrive à finir avec une fiche gagnante avec Aaron Rodgers comme carrière en 2025... Coach of the Year, je m'excuse, là. C'est réussi. Déjà, s'il réussit à passer la saison sans que Rodgers puis Metcalf aient une chicane de diva, ça va être un miracle. OK? C'est quelque chose. Tu sais, Pickens était un problème. On s'est débarrassé de Pickens, notamment parce qu'on voulait probablement pas le payer éventuellement. C'est une bombe à retardement, d'ailleurs. C'est extrêmement une bombe à retardement. Extrêmement. Mais Metcalf en est une aussi, puis Rodgers. Ben Rodgers, il n'y a plus de retardement. Rodgers est une bombe tout court. Puis écoute, il faut quand même avoir une petite pensée parce que cette nouvelle Aaron Rodgers est tombée jeudi, si je ne me trompe pas. C'était jeudi. Et d'ailleurs, jeudi, qui a aussi été la journée où est-ce qu'on a eu un petit problème entre Elon Musk et Donald Trump. Bref, tout ça pour dire que ça a été une journée très difficile pour Mason Rudolph. Pour deux fois plutôt qu'une. Et ceux qui ont à comprendre cette blague-là, d'après moi, ça a atteint un public cible assez niché. Mais si à celle-là, si vous l'avez compris, j'espère que vous avez apprécié celle-là. Parce que vraiment, là, Mason Rudolph, une dure journée jeudi. Et ça n'a pas rapport avec Eugénie Bouchard. Ni avec le casque de Myles Garrett. J'allais demander, est-ce que tu penses que Eugénie Bouchard va comprendre la joke? Ah, je sais pas si elle va comprendre. J'espère que Myles Garrett va la comprendre, par exemple. D'ailleurs, Myles Garrett, si tu nous écoutes, tu es en entrevue sur le show, ça nous fait un grand plaisir. Myles Garrett, qui d'ailleurs, lui aussi, bref, juste avant qu'on revienne à Rodgers, Myles Garrett qui a mangé un peu de marde cette semaine parce que Bro est en train de vivre sa vie au Japon. Comme, c'est quoi, là, tu t'entends à ce que Myles Garrett participe à des OTA en plein juin en 2025? Non, ben Aaron Rodgers, si Aaron Rodgers le fait, Myles Garrett peut le faire aussi. Je sais plus quoi penser. Ah, Mio, ton carrière numéro 1, il est fait. Est-ce que tu veux nous le nommer, ton carrière numéro 1? Le carrière numéro 1, les gars, pour les Steelers de Pittsburgh en 2025, qui va transporter la franchise vers une énième saison en 9-8, sera nul autre que Aaron Rodgers. Et je ne suis pas fier de dire que toute la saison, je vais devoir suivre les performances d'Aaron Rodgers. Les gars, enregistrez ça si les Steelers, OK, on remplit 2 comptes. On clip, là. Mon J, là, c'est un cue pour toi, là. Si les Steelers se rendent à 11 victoires et gagnent un match éliminatoire, je vais devoir m'acheter un chandail d'Aaron Rodgers. Oh, j'adore ça.
Je trouve que c'est trop facile. Je pense que c'est pas assez. Trop facile, trop facile. Excuse-moi, Trop déjà 11 victoires, c'est déjà. Non, dans le sens, je trouve que c'est trop easy comme punishment, je trouve. Juste un jersey. Il le porte sur le show une fois. Oui, bien sûr. Voilà. Mais... Attends, non, que tu le passes sur le show et tu l'encadres par la suite. Oh my God. J'ai déjà hâte. Là, on commence. Tu sais, pas juste 11 victoires, une victoire en éliminatoire, c'est incroyable. Ouais, parce que c'est pas normal que j'ai l'impression que le 11 victoires est plus réaliste que la victoire en éliminatoire, man. C'est pas normal, mais j'ai l'impression que mais plus de chances qu'il gagne 11 matchs qu'il gagne un match de série. Ouais, mais c'est ça, dans les deux cas, c'est quelque chose que je vois pas arriver, mais s'il fallait que ça arrive, Steve, est-ce que je peux dire un take scandaleux aussi? Ah boy. Oh, j'ai déjà peur. Est-ce que j'entends Aaron Rodgers MVP l'année prochaine? Wow. Oh non. Mais non, mais attends un peu. Écoute, tantôt. T'as peu, là. C'est. Qu'est-ce qui se passe? Là, Mio est en train de surchauffer en ce moment. Je surchauffe un petit peu en ce moment. Là. Non, mais écoute, Mio, tu sais, on peut tantôt parler de la série de la finale de la NBA va être dans une semaine. Moi, je vais te poser une autre question, OK? Est-ce que dimanche prochain, OK? Est-ce que Allen Lazard va avoir signé un contrat avec les Steelers? Est-ce que Randall Cobb va être lié aux Steelers? Est-ce que David Bakhtiari va être lié aux Steelers? Est-ce que Greg Jennings va carry son équipe? Est-ce que Greg Jennings, avec un broken leg, va être là, va être lié aux Steelers? Est-ce que Jordy Nelson va être lié aux Steelers? Oui, parce qu'à chaque fois qu'Aaron Rodgers est parti, il a tout le temps amené un gars avec lui. Tout le temps. C'est tout le temps Allen Lazard, man, ces temps-ci. Allen Lazard, Davante Adams, il en manque un. Mais là, Davante Adams, j'ai dit ça l'année passée, il était sous contrat avec les Raiders, il a fini par s'en aller, là. Mais là, il est sous contrat avec les Rams, Davante Adams. Puis honnêtement, cette fois-là, j'ai pas l'impression que Rodgers va trouver le moyen de l'amener. Non, on est rendu à quelqu'un d'autre, là. Mais tu sais, si t'as pas. Est-ce qu'on ramène les délais ici? Pardon. Pour remplacer Najee Harris, ça serait la même affaire. Non, genre deuxième running back. Ben oui, il va remplacer Najee Harris, mais tu ne pas une différence. Tu sais, c'est ce que je veux dire, c'est que Christy, tu peux ramener du monde, tu peux ramener comme, je sais pas, Garrett Wilson ou Breece Hall, tu sais, pas des gars avec qui il a gagné un Super Bowl en 2012, là, tu sais. C'est pas ça. Do you mean first overall pick dans le pool fantasy de la triple menace, Breece Hall? Hey, écoute, Mio, pour vrai, puis vraiment, Garrett Wilson, j'y crois pas une seconde, OK? Mais Breece Hall, peut-être. Je suis vraiment pas sûr, mais peut-être. Parce que c'est pas le genre des Steelers de payer nécessairement, de faire un échange pour un porteur de ballon. Normalement, ils repêchent un porteur. Puis là, ils en ont repêché un qui est Leb Johnson. Peut-être qu'on va essayer de rouler avec ça, mais Breece Hall, mettons que les Jets s'accrochent un peu, qu'ils veulent pas payer Breece Hall, qu'on aime ce qu'on a avec Isaiah Davis et Braden Allen. Peut-être qu'on s'essaie sur Breece Hall. Peut-être. J'aimerais pas ça. J'adore Breece Hall. Puis honnêtement, puis je sais que les Jets, ils magasinent un petit peu là, un échange avec lui. Fait que... Ouais, c'est parce qu'on a deux jeunes porteurs derrière lui qu'on aime beaucoup. Puis Breece Hall, sans rien enlever aux joueurs. Je pense qu'on veut aussi peut-être pas nécessairement le payer parce qu'on a ces bons jeunes-là derrière lui qui poussent. Fait il y a peut-être de ça aussi. Fait que Garrett Wilson, oublie ça. Breece Hall, peut-être. Même sans Gardner, j'aimerais ça, mais tu sais. Oui, lui, comme toi. Là, non, c'est ça. Tu vas avoir Joey Porter qui va pogner des holdings puis tu vas aimer ça, OK? Non! Oui, Mio. C'est ça la vie, man. Je suis déjà plus capable. De cette saison-là. Aurais-tu préféré Aaron Rodgers ou Shedeur Sanders? Aucun, man. J'aurais préféré avoir Doc Hodges comme KR. Et pas on va creux. C'est à quel le point manque de respect est total en ce moment. Ouais. Ah non, mais là, Aaron Rodgers en 2025, c'est beau, là. Puis, mais, là, je suis pas fou, Arthur Smith est toujours coordonnateur offensif des Steelers. Arthur Smith est toujours coordonnateur offensif des Steelers. Si je t'ajoute Ryan Tannehill dans ce pacte-là. J'adorerais avoir Ryan Tannehill. Tannehill a connu du succès avec Arthur Smith. Oh oui, effectivement. À Ryan Tannehill,
peut-être pas présentement, mais mettons, tu m'as dit comme un bon Ryan Tannehill, j'ai encore en bonne forme. Genre Ryan Tannehill, là, genre 2019, Ryan Tannehill. Le Ryan Tannehill qui après sa première année et demie à Tennessee, tu regardais ses stats, ça se comparait à Mahomes, cette année-là. Honnêtement, j'aurais préféré ça. OK. Écoute, Aaron Rodgers, fait que amuse-toi bien. Ouais, c'est ça. Puis t'as Will Howard aussi, fait que, tu sais, c'est que. Oui. Tout va bien aller. Quand même, on va lui donner un peu de respect, là. Championnat national. Ouais, écoute, Stetson Bennett aussi est un champion national. Hein? Exactement. Fait que. aussi, hein? Ouais, exactement. Ça peut aller pour le meilleur comme pour le pire, mais bon. Malheureusement, ça a été la plus grosse nouvelle dans le nord de l'américaine cette semaine. Non, mais on a appris d'ailleurs, les gars, que les Browns ont fait du mouvement aussi, en fait. Ou du mouvement, mais pas tant. En ne signant pas Nick Chubb, mais vous comprenez un petit peu l'essence de la chose. Mais ouais, Nick Chubb, les gars, qui va signer avec les Texans. Comment est-ce que vous voyez ça, cette petite signature du côté de Houston? Moi, je suis très down. Je suis très down avec le concept. Tu sais, Nick Chubb, oui, il a eu sa freakish blessure il y a 2 ans. Je me rappelle encore Félix Forget qui dit, et je cite, « Un genou, c'est pas supposé plier comme ça. » Non, c'était pas supposé plier de même, man. C'est que c'était pas beau. Fuck, c'était pas beau, man. Mais je me dis en même temps, ce gars-là, il est pas fini. Tu sais, Nick Chubb, c'est le genre de porteur de ballon que je sens qu'il pourrait étirer une carrière 2 à 3 ans plus loin que la moyenne des porteurs de ballon. J'ai pas aimé ce que j'ai vu de Nick Chubb quand il est revenu l'an passé. J'espère que j'adore Nick Chubb, un gars vraiment cool, mais en ce moment, le plan des Texans comme porteur de ballon, c'est Joe Mixon puis Nick Chubb, puis ça aurait vraiment été fucking cool en 2021, ça, mais on est rendu en 2025. Ces deux gars-là ont plus le juice qu'il y avait avant. Fait que j'ai peut-être, mais j'ai des doutes sur à quel point ce jeu au sol-là va fonctionner. Puis l'année passée, on a vu à quel point CJ Stroud peut faire des bonnes choses, mais il a quand même besoin d'autour de lui. Surtout que là, on n'a pas Stephon Diggs et Tank Dell. Le jeu aérien va déjà être limité. Nos deux porteurs de ballon, en termes d'âge de porteurs de ballon, sont des personnes de l'âge d'or. Ça va être un gros défi pour cette attaque des Texans-là parce qu'il y a de la job à faire. Selon la règle générale, Joe Mixon aurait encore une bonne année dans le réservoir avant de... Il est à 29? Ouais. Okay. Il y a encore une bonne année. Fait que si on veut faire un gros mouvement, mais encore une fois, le timing est un petit peu bizarre, effectivement, avec la blessure à Tank Dell. Puis bon, ben là, pour ce qui est de Stephon Diggs, honnêtement, ils ont manqué le bateau, hein, comme on dit, le bateau. J'en reviens pas. Je pense que c'est peut-être l'heure pour le prochain segment de l'émission, Pop. Je pense qu'on est rendu là, Pop. Ouais, c'est bon, Félix, ferme ta gueule pendant que... Hey, on me demande, j'exécute. Ouais, c'est parfait. Ça aurait été plate que tu manques le bateau. Exactement. Ouais, je l'ai refait une deuxième fois. Pour vrai, ça m'a pris 30 secondes avant de cacher la joke de bateau. Là, je l'ai caché. Oh my God. De quoi qu'il parle avec le bateau? Là, je l'ai caché. Les gars, il se fait tard, c'est bientôt terminé. Ne lâchons pas. Nous avons 2 bonnes questions à répondre. La première question, les gars, qui nous provient de Producer Ali, qui nous demande, ou du moins qui dit, Wild Prediction. Une équipe va renvoyer son coach pour engager Pete DeBoer. Ce coach sera engagé par les Stars et DeBoer ira plus loin en série avec sa nouvelle équipe que les Stars. Ce qui veut dire en soi aussi que les Stars se rendront en 2e ronde. Il y a plusieurs layers dans ce take-là. Ouais, c'est une lasagne de take là. La première partie, j'en ai parlé tantôt avec Matthew Pipop. Une équipe va renvoyer son coach pour engager Peter DeBoer. Quand on parlait de Jim Montgomery tantôt, j'ai nommé exactement cette possibilité-là. Que ce coach-là soit engagé par les Stars, qu'il y a un échange de coach, ça, ce serait quelque chose. Ça, je vois pas quelle équipe congédierait son coach pour embaucher DeBoer puis que ce candidat-là deviendrait soudainement le numéro 1 sur la liste des Stars.
sais, comme je disais tantôt, je pense que les Stars ont déjà leur candidat en mai. Je pense que c'est soit Glenn Gulizan ou c'est. Oui, le gars de la Ligue américaine. Tantôt, j'ai oublié son nom, puis je l'ai oublié encore une fois. C'est Neil Graham, c'est ça. Neil Graham, merci, Pop. À venir, je vais l'apprendre son nom. Je vous promets un jour, je vais avoir appris son nom. Quand il va gagner Jack Adams. Ouais, quand il va se faire congédier un an après. Fait que, tu sais, Neil Graham, lui ou Glenn Gulizan, je pense que c'est les deux noms qu'il faut surveiller pour ce poste-là. Puis si, dans l'éventualité où il y a un switch de coach, DeBoer, il irait plus loin avec cette nouvelle équipe-là que les Stars. Tu sais, les Stars, ça, cette partie-là, je peux le croire dans le sens où les Stars sont dans une grosse division, où est-ce qu'on a les Jets, on a l'Avalanche, qui sont des bonnes équipes. Fait que on a toujours un peu de compétition en début de série avec ce format de série-là, et peut-être que Pete DeBoer, qui est un habitué de la finale de conférence, pourrait amener une nouvelle équipe jusque-là. Peut-être que ça, c'est possible. Le bout du switch de coach, man, je vois pas quelle équipe. Je sais pas si c'est une idée en tête, toi, mais je vois pas une équipe, OK, qui est borderline sur un coach en ce moment qui pourrait se dire, OK, on le congédie, puis les Stars font, OK, mais non, ce gars-là est disponible, on va chercher lui. Je le vois pas. Je vois pas le coach qui fera en sorte que cette partie-là fonctionne. Tout le reste, je peux le voir, mais cette partie-là, je suis pas sûr que je le vois. J'essaie de penser vraiment à des équipes là, en ce moment. Là. Puis, on jasait de ça un peu après l'enregistrement de la première partie, puis on disait en humour à quel point Buffalo va... Il y a une fuse à quelque part, il va sauter à Buffalo, là. ouais, mais même là, les Stars, prendraient-tu vraiment Lindy Ruff, man? Hey, il a déjà été là une fois, pourquoi pas y retourner? Hey, non, il prendrait pas le... Il y a de quoi qui aurait pu être fait avec Boston. Ben, Boston, il a engagé un nouveau gars qui s'est lancé de l'organisation. C'est ça l'affaire. Ouais, non, mais ça, par contre, Anders Sorensen à Chicago, par exemple. Ok, non, j'en ai un. J'en ai un, il est wow, par exemple. Il est vraiment wow. Tu vas pas dire Martin Saint-Louis encore? Non. dans la même division. Quand l'Avalanche s'est fait sortir en première ronde, ça s'est mis à parler d'avoir la tête de Jared Bednar. Oh non. Peut-être que l'Avalanche qui vient de se faire sortir par les Stars se dit peut-être que DeBoer, c'est notre homme. Peut-être qu'il faut changer le message. On va chercher Pete DeBoer. Puis les Stars voient Jared Bednar disponible. Ils font fuck it. On va chercher Jared j'aime Bednar. Ça. Puis ça rajoute. Je pense que c'est le seul que je vois. Ça rajoute une autre couche d'ailleurs à cette petite chamaillerie, non pas seulement interdivision, mais. Hey, t'imagines-tu une série entre ces deux équipes-là avec les coachs qui ont joué de balle l'année prochaine? Puis là, en plus, tu avais un certain joueur qui a joué pour les deux équipes cette saison. Ouais. Le trade tree de Mikko Rantanen va commencer à être wild sur un méchant temps. Là. Il y a Jared Bednar et Pete DeBoer qui s'ajoutent là-dedans. Mais moi, le layer que moi je vois là-dessus, c'est est-ce que Producer Ali est en train de dire que Dallas va avoir un down year l'année prochaine? Que Dallas ne se rend pas en finale de conférence? Ou que même on finisse wildcard puis on est borderline de faire les playoffs. Ben tu sais, c'est que cette division-là est folle, man. Je veux dire, mais c'est sûr. Il y a un monde très réel dans lequel on se ramasse contre les Jets, contre l'Avalanche, encore une fois en série l'année prochaine. Mais tu sais, est-ce que j'aime mieux l'équipe des Stars, mais les Stars vont perdre des morceaux. Tu sais, Pop, à voir ce que Oli dit, c'est Pete DeBoer, c'est automatiquement une finale de conférence, mais tu sais, sans plus. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça serait un down year pour les Stars. Si ça implique. On me demande aux Stars s'ils prendraient ça juste une finale de conférence. Que ça se termine genre en deuxième ronde. Je sais pas, mais tu sais, encore une fois, ça va dépendre de qui est derrière le banc. Puis ça va dépendre aussi comment il traite son gardien de but. Félix, c'est sûr que tu as souri d'ailleurs quand la nouvelle avait été annoncée. Oui, des petits problèmes de gardien de but à Dallas. On a pas juste problème de gardien de but, mais Pete DeBoer qui... Ah oui. On en jasait avec Mathieu puis Pop tantôt. Deuxième fois quand même que... Puis la bonne nouvelle aussi, c'est que si ça arrive, l'Avalanche n'a pas vraiment de gardien franchise. C'est ça. Mackenzie Blackwood est là. Ben, Mackenzie Blackwood, c'est pas Marc-André Fleury ou Jake Ottinger. Ça passe un petit peu mieux si t'en vas de backup. C'est drôle, on a commencé cette question-là, j'avais aucune idée d'une équipe. Puis là, je suis rendu tellement all-in sur mon idée de switch entre l'Avalanche et les Stars. Là. J'aime tout de ça. J'aime vraiment tout de ça.
Mais sérieux, ce serait ballsy de faire ça pour l'Avalanche. J'ai tellement hâte au jour où les Red Wings vont être enfin bons un moment donné. Puis qu'on ramène le trifecta des fin des années 90, que tu avais la grosse crise de powerhouse Dallas, Colorado, Détroit, là. Il y a des rivalités qui mériteraient de renaître un peu. C'est sûr que là, c'est compliqué parce que Détroit est rendu dans l'Est. Ouais, puis Détroit, j'ai l'impression que ça stagne, man. Je veux dire, t'as l'impression que ça stagne? Ah, man, Félix Forget, PG, hot take. Mais non, mais je vois pas Dallas, je vois pas Détroit sortir de ce... On est comme pogné, man. Puis Steve Yzerman, il a peut-être perdu la touch. Il a peut-être perdu sa fastball. Mais je pense que le Yzer plan, man, il y a du monde dans Détroit qui commence à déchanter pas mal. Fait que là, c'est quoi? Il a perdu sa fastball, puis là, on va inventer une blessure on va inventer une blessure fantôme comme au baseball pour... Il y a de la fatigue, il y a de la fatigue au coude, là. Donne-y une liste des blessés 15 jours, là, on va laisser aller se reposer de ça. 15 jours va se transformer en 60 jours, va manquer le reste de l'année. Très exactement. Les gars, cette deuxième question qui nous provient de Samuel sur Twitter qui dit « Connor McDavid et Ivan Demidov me font rire tellement ils sont bons. Tout sport confondu, est-ce qu'un autre athlète vous a déjà donné cette réaction? » Moi, en tout cas... moi, j'en ai un. Là. Paul Skeens, Skynance. Je veux dire, je l'ai regardé lancer tantôt, là, OK? Puis, man, c'est juste comique à quel point il torche tout le monde. Puis, c'est départ après départ après départ. Puis, j'en parlais avec Pop puis d'autres gars tantôt. Pour Paul Skeens, un départ moyen, là, c'est après 7 manches lancées avec 1 point mérité, puis genre 7-8 strikeouts. Puis il s'enligne sur pas avoir de décision parce que les Pirates sont jamais capables de donner des points. Je veux dire, Paul Skeens me fait le même effet que Jacob deGrom avec les Mets dans son vrai prime. Là. T'es en train de voler ma réponse en ce moment, là. Ah ouais, ben oui. 2021 Jacob deGrom, là. Ah, man, ça avait pas de sens. Les gars étaient dans un autre monde. Puis je veux dire, Aaron Judge aussi me fait cet effet-là. Des fois, j'ai l'impression que je le prends pour acquis parce que j'écoute tellement de games des Yankees en un an, mais man, c'est hilarant à quel point ce gars-là est le meilleur frappeur. Tu sais, tu regardes dans l'OPS, la MPP, la stat qui combine la moyenne de présence sur les buts et la moyenne de puissance. Je pense qu'il est à 200 points d'avance sur Kyle O'Reilly et le reste des majeurs. Ça n'a aucun sens comment il est en avance sur tout le monde, Aaron Judge. Puis il a encore fait 2 sacrés à soir, d'accord. Ah, mais au basket, Prime Stephen Curry m'a fait cet effet-là. Oh my God. Ça n'avait pas de sens. Au football, Patrick Mahomes, quand il est arrivé, me faisait cet effet-là. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a comme 1000 des carrières qui. Ben, il y en a. En fait, non, c'est pas vrai. Il y en a comme 5-6. Mais parce que tout le reste, c'est extrêmement merdique. Fait que le niveau de jeu des carrières dans la NFL est vraiment chaotique en ce moment. C'est vraiment tout ou rien. Puis, d'ailleurs, je suis très content que tu aies Aaron Rodgers pour bien rentrer dans cette première catégorie-là. Fait que c'est Quan Barkley aussi m'a fait ça cette année surtout. Puis des Jamar Chase, Justin Jefferson. Puis au hockey, je veux dire, McDavid, c'est la réponse facile. Kyle McCarr aussi, j'ajouterais dans cette liste-là. Puis à Montréal, tu sais, c'est bizarre parce que Nick Suzuki n'est pas vraiment spectaculaire. Il est extrêmement bon, mais il n'est pas nécessairement spectaculaire. Cole Caulfield l'est un petit peu plus, mais niveau spectaculaire, Lane Hudson a amené ça à une autre coche. Là. Je pense qu'on l'a bien vu cette année. Carey Price dans ses belles années, peut-être aussi. C'est des gars qui sont vraiment électrisants. Puis c'est des gars qui sont le fun à voir. Quand tu regardes du sport, tu veux voir des gars qui ont ces performances-là, qui sont tellement en avance sur tout le monde. Puis tout. Puis c'est. J'ai l'impression que Nikita Kucherov, c'est le dernier que je vais ajouter dans cette liste-là. Là. Ce gars-là, dans sa tête, je me souviens plus qui avait dit ça, là, mais il me semble que c'était quelqu'un du junior majeur qui disait ce gars-là a un ordi dans sa tête là, qui traite l'information. Ça ressemble à André Tourigny, ça. Ouais, je pense que c'est André Tourigny qui dit il y a comme un processeur dans sa tête. Là, lui, il voit le jeu comme 5 minutes en avance sur tout le monde. Là, puis, man, ça paraît tellement quand tu regardes jouer Kucherov, là, ça n'a aucun sens. J'essaie de trouver un choix pour tous les sports majeurs nord-américains. Jacob deGrom 2021. I mean, ce gars-là ne se blesse pas au tiers de la saison. Ça aurait été absolument irréel. Ce gars-là, en 2021, il a lancé 92 manches. Malheureusement, il s'est blessé à peu près en milieu de saison. Attends un peu. Les gars, on a un invité surprise. Oh mon Dieu! Oh les gars, on a un invité surprise ici. Est-ce qu'on a Arbor Jackal sur le pôle en ce moment? Je pourrais pas répondre à cette question.
Pour ceux qui ne le connaissent pas sur version audio, Kevin Vallée, ancien de BPN Sport, qui a d'ailleurs couvert le Canadien pendant quelques temps, et nouveau coloc de Mio ces temps-ci. C'est moi qui est nouveau coloc. La question qu'on a, Kev, pour le show, c'est on parle de McDavid, ça, là. Tout sport confondu, y a-tu des athlètes que toi, tu as regardé, puis genre, tu te mets à rire? À quel point, genre, c'est impressionnant ce qu'ils font, man. À quel point Kevin, j'aimerais ça que tu me sortes un joueur de baseball, s'il te plaît. Aucune chance. Tu veux que je te nomme un joueur de baseball? Mais t'as été un bout gestionnaire d'Alio 360. Fait que je me dis, il y a sûrement un joueur de basket qui rentre dans cette catégorie-là. C'est une question lancée très spontanément. Oui, on te met sur le spot, là. On va rentrer sur notre spot, on va te mettre sur le spot. Mais pour de vrai, Nikola Jokic, c'est ridicule ce qu'il fait, ce gars-là. À la taille qu'il a, au gabarit qu'il a, puis la vision, c'est juste complètement débile. C'est fou. Quand on faisait Aléo, puis c'était pas encore enclenché au point où on le voit aujourd'hui, là. Mais ça l'était déjà un peu. Puis, fait que je te dirais qu'au basket, ça doit être ça. Wemby, récemment, c'est encore une fois, c'est hors de ce monde. C'est Alien, puis c'est ça son surnom, c'est ça son brand aussi. Mais c'est ça. Au hockey, ben, vous l'avez nommé, c'est McDavid, c'est ridicule. Mais il y en a eu plusieurs qui sont passés, là, des gars. Hey, je regardais des highlights. Je vais vous sortir un nom au champ gauche, là. Je regardais des highlights de Alexander Semin récemment, tu sais. Le release de ce gars-là, là, le release de ce gars-là était hors de ce monde, man. Mais il y en a beaucoup. Écoute, tu me poses ça de même, puis là, je patine, là, mais ouais. Non, mais c'est d'excellentes réponses. Tu as sorti Alex Semin sur le podcast. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à enregistrer ce show-là, je pensais jamais qu'on allait parler d'Alexander Semin, puis man, tu m'as amené là-dessus. J'adore ça. Mais je vais t'en donner un encore plus champ gauche. Allez écouter les highlights de Devante Smith-Pelly avec les Caps. C'est tous des bangers, ces buts. C'est tous des buts, soit égalisateurs, soit pour donner l'avance, soit un D qui n'a pas rapport. Comme, je comprends pas comment... Vous avez vu ce gars jouer à Montréal, là? Attends, non, je me souviens d'un goal à Montréal qui fait un snipe de genre de 3 cm au-dessus de l'épaule, au-dessus d'un goaler, puis la snipe top net, là. Ah non, c'était complètement stupide. Ce que j'adore, c'est que là, on est en train de parler de gars de Hall of Famers, ça, puis tu nous sors Devante Smith-Pelly puis Alex Semin. Hey, écoute, je sais pas quoi dire, man. C'est ça qui m'est sorti de la tête à ce moment-là. C'est parfait. Mais... J'avais encore moins prévu de Devante Smith-Pelly, mais moi, j'accepte cette réponse-là, man. La réponse évidente, c'est McDavid, puis vous l'avez donné, tu sais. Ouais. Ben oui. Mais moi, Connor McDavid, il est impressionnant, je sais, mais moi, Connor McDavid, j'ai commencé à entendre parler de lui à 14-15 ans. Quand il était avec les équipes canadiennes de moins de 16 ans, puis il commençait à faire du bruit pour le repêchage de l'Ontario. Puis moi, j'étais au cégep à ce temps-là, puis j'étais comme, OK, ouais, fine, le kid, il doit être bon, mais tu sais, il doit pas être si bon que ça, là. Ouais. Mon homme, je l'ai vu jouer une game hors concours avec le Canada au camp estival de l'équipe Canada Junior. Il avait 16-17 ans. J'ai vu le gars partir et ramasser d'un bout à l'autre la patinoire comme il fait dans la Ligue nationale. J'ai plus jamais slander Connor McDavid de toute ma vie. J'ai genre fait, OK, non. Puis genre, même juste une séquence, c'est genre, OK, non, ce gars-là va tout détruire dans la vie. Et effectivement. Puis l'anecdote d'Alexander Semin me fait rire parce que j'ai une anecdote similaire à un moment donné. Je me souviens qu'à un moment donné, je pense que c'était un party de Noël ou un party genre du Nouvel An ou chose. Tu sais, tu te dis genre, t'es en train de célébrer ou tu sais, t'es avec la famille puis tout ça. C'est sûr, moi, ce que je faisais dans ce temps-là, moi, mon frère et mon cousin, on regardait des highlights de Ilya Kovalchuk sur... Nice. Prime Ilya Kovalchuk sur les Thrashers d'Atlanta. En pleine célébration de Noël. Moi, je me dis, c'est juste parfait. Des très bonnes réponses. Très bonnes réponses. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Ça fait plaisir. Merci les gars. Continuez votre projet. Écoutez, trouvez-en des gars de même hein, qu'on doit rendre honneur. Là, des Devante Smith-Pelly, des harceleurs. Écoute,
les vedettes silencieuses, hein, les héros obscurs du monde du sport. Hey, ça fait 5 minutes que t'es là, t'as pas nommé Christian Dvorak, Kevin, je suis à toi. Christian Dvorak. Oh, il y a du regret. Non. Christian Dvorak. 2025 second half season, Christian Dvorak. Va être étudié à Harvard. 100%, man. Dvorak, là, il doit signer à Montréal. Ce gars-là, là, je finis là-dessus, après ça, je vais me coucher. Dvorak, il a passé, 3 ans à Montréal dans des circonstances atroces. Le gars est le remplaçant de Jesperi Kotkaniemi, qui est déjà pas bien glorieux. Marc Bergevin paye cher pour aller chercher ce gars-là. On nous le vend comme étant le nouveau Philippe Danault. Il est super... Il a plein d'attentes envers lui. Puis le gars, il n'est pas capable de se foutre un sourire dans la face. Il a la personnalité d'un poireau, esti. Mais il arrive, puis il ferme sa gueule pendant quelques années. Puis là, enfin, quand le Canadien devient compétitif, ben c'est là que tu vois, je pense, la vraie version de Christian Dvorak. Tu sais, un gars qui n'a pas d'émotion, là, quand il se passe rien, quand tu perds 60 games par année, c'est sûr qu'il ne sera pas dans le game. Mais là, tu viens, hey, tiens, de le piquer. Là. Il a surtout besoin d'un nouveau contrat dans une couple de mois. Ça aide un gars à se botter le cul un peu aussi, là, mais... Oui, je comprends, mais je pense que c'est un mix des deux. Puis je pense qu'on sous-estime à quel point pour un vétéran de cet âge-là, quand tu es dans une équipe à reconstruction qui ne gagne pas en tout, puis qui n'a aucun enjeu match après match, moi, ce que je considère plus dans les performances de Dvorak, c'est la dernière moitié de saison où il y a un enjeu, plus que les 2 années et demie avant, où, soit dit en passant, il a toujours été super efficace défensivement, puis il n'a jamais été si mauvais que ça. Là. En tout cas, on levait avec Josh Anderson. Exactement le même discours sur Josh Anderson. Josh Anderson puis Brandon Gallagher. Les 2 gars avec qui il a joué, 2 gars qui ont passé des années à jouer. Je suis totalement d'accord. Le rôle d'un vétéran dans un club en reconstruction, c'est parfois très difficile. Alors, merci. Moi, c'est de remplir un chandail. Voilà. Merci pour de stop by, Kev. Puis on remettra ça à un moment donné. Bonne nuit. Bonne nuit, là. On va avoir un pote. Kevin Vallée, mesdames et messieurs. Anyways, nous autres, ça va être le coup aussi d'écouter. Juste avant, les gars, qu'on se quitte, question quiz joueur de la semaine. Alors, joueur des Oilers d'Edmonton depuis 2015. Déjà le trophée. Ça, c'est le trophée Hart. Ah, trophée Hart. Ils ressemblent tous ces trophées-là. Moi, je ne peux pas dire. Man, la LNH, je suis pourri, je ne peux pas être différent. Non, j'oublie toujours, je suis comme non. Je suis comme c'est pas le candidat. Anyways, vous savez très bien qui ça va être. Hart en 2019 avec un contrat de. En fait, c'est le Hart Ross. Je ne veux pas confondre, là, c'est le Hart Ross. Ça ressemble tout, man. Meilleur pointeur de la Ligue nationale en 2019. Ouais, ça ressemble. Ils se ressemblent tous. Bref, un contrat de 112 millions de dollars sur 8 ans. Je me demande de qui on parle. On n'a peut-être pas parlé il y a genre 5 minutes en faute en compte. Félix Forget? Un magasin de meubles, je pense, Pop, ça se peut-tu? Oui, monsieur! Le magasin de meubles Léon Draisaitl. Qui a marqué un sacré but quand même dans le. Il connaît certainement un meilleur début de finale qu'il a eu. En fait, un meilleur début de finale que ces finales de l'année dernière, maintenant qu'on y pense, qui ont été absolument terribles. Écoute, on est à 1-1 dans cette série-là. On verra de quoi ça va avoir de l'air la semaine prochaine, alors que l'on se dirige 2 matchs en Floride où certainement ça va être difficile et on sait à quel point les Panthers sont impitoyables. Oh! Steph Curry. Merci, Kev. Merci, Kev. Il est temps que ce show-là finisse. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette édition de la Triple Menace. On vous remercie d'avoir passé la dernière heure et demie à nous entendre parler de sport avec plein d'invités, dont Mathieu Vachon et Kevin Vallée pour venir jaser tout et de rien sur hockey. Stephen Curry, maintenant qu'on y est. Jouons les crédits, puis on s'en va à la maison. Exactement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Encore une fois, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong, mais encore page Instagram, TikTok, où vous aurez droit à des petites clips tout au long de la semaine et des petites questions quiz comme vous venez d'avoir. Anyways, bonne semaine tout le monde.